J'ai reçu cette histoire d'un follower nommé Matteo, qui vit dans un petit village des Andes péruviennes. Ce qu'il m'a raconté m'a laissé sans voix, et j'ai dû le relire plusieurs fois pour le comprendre complètement. Si tu as déjà hérité de quelque chose d'un membre de ta famille, qui s'est avéré être plus que ce à quoi tu t'attendais, ou si dans ta famille, il y a des histoires de sorcellerie et de malédiction que personne n'ose raconter à voix haute, fais-le moi savoir dans les commentaires. J'adore connaître ces expériences qui se transmettent de génération en génération. Maintenant, prépare-toi à entendre ce qui est arrivé à Matteo lorsque sa grande-tante est décédée et lui a laissé quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Ma arrière-grand-tante Sebastiana était la personne la plus redoutée du village. Ce n'était pas parce qu'elle était cruelle ou violente, mais parce que tout le monde savait ce qu'elle était, une sorcière. Pas celles qui apparaissent dans les films avec des chapeaux pointus et des balais volants, mais une vraie sorcière. Celles qui guérissent des maladies que les médecins ne peuvent expliquer. Celles qui maudissent ceux qui les offensent. Celles qui parlent avec des choses qui ne devraient pas avoir de voix. Elle vivait seule dans une maison éloignée du centre du village, au pied d'une montagne où personne d'autre ne voulait construire. On disait que la terre là-bas était maudite, qu'elle avait été un lieu de sacrifice à l'époque précolombienne. Mais elle avait choisi cet endroit précisément. La terre a une mémoire, disait-elle. Et la mémoire a du pouvoir. Je la visitais chaque mois. Elle était la seule dans la famille à ne pas la craindre. Ou peut-être était-elle la seule assez folle pour ne pas avoir peur d'elle. Elle m'aimait bien. Elle était directe, intelligente, et avait un sens de l'humour noir qui me faisait rire même quand ses blagues portaient sur la mort et la malchance. « Tu as le don, gamin », me disait-elle chaque fois que je la visitais. « Je peux le voir. Elle dort encore, mais elle est là. Quand je mourrai, elle se réveillera. » Je riais toujours de ça. Je ne croyais pas aux sorcelleries. Je pensais que ma tante était simplement une femme excentrique qui connaissait beaucoup de plantes médicinales et que les gens du village étaient superstitieux. Je me trompais complètement. Tante Sebastiana est morte un mardi de novembre. Elle avait 92 ans, mais elle était encore forte jusqu'au dernier jour. Elle n'est pas morte d'une maladie. Elle a simplement décidé que c'était le moment. Elle s'est couchée dans son lit, a fermé les yeux et a cessé de respirer. Comme si éteindre sa vie était aussi simple que d'éteindre une bougie. Je l'ai trouvée. Je suis allé la voir comme chaque mois, et quand je suis arrivé chez elle, la porte était entr'ouverte. Je suis entré en l'appelant. Il n'y a pas eu de réponse. Je l'ai trouvée dans son lit, les mains croisées sur la poitrine, et une expression de paix absolue sur le visage. Sur sa table de nuit, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dans sa calligraphie tremblante. Je l'ai ouvert avec des mains que je ne savais pas trembler jusqu'à ce moment-là. « Matteo », disait la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu plus longtemps que ce que je méritais de toute façon. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que je ne t'ai jamais dites parce que tu n'étais pas prêt. Maintenant, tu dois l'être, car il n'y a personne d'autre. Tout ce que je possède t'appartient. La maison, les livres, les instruments. Et le plus important, l'engagement. Notre famille a maintenu un engagement pendant 7 générations. J'ai été la gardienne à mon époque. Maintenant, c'est ton tour. Dans ma chambre, sous les planches du sol près de la fenêtre, tu trouveras une boîte en métal. Elle est scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira maintenant avec le tien. Tout ce que tu dois savoir est à l'intérieur. Lis-le entièrement avant de décider quoi faire. Mais je te préviens, une fois que tu ouvriras cette boîte, une fois que tu liras ce qu'il y a dedans, tu ne pourras plus redevenir celui que tu étais. La connaissance change. Le pouvoir corrompt ou élève selon celui qui le porte. Je fais confiance à ton bon choix. Je t'aimais comme le fils que je n'ai jamais eu. Pardonne-moi de t'avoir laissé ce fardeau. Avec amour, Sebastiana. Je suis resté assis sur la chaise à côté de son lit pendant ce qui a semblé des heures, lisant et relisant cette lettre. Une partie de moi voulait l'ignorer. Appeler les autorités, organiser les funérailles, vendre la maison et tout oublier. Mais la curiosité est une chose puissante. Et les derniers mots de ma grande-tante n'étaient pas quelque chose que je pouvais facilement ignorer. Je suis allé dans sa chambre. C'était simple. Un lit, une armoire, une vieille commode et une fenêtre donnant sur la montagne. J'ai déplacé le petit tapis près de la fenêtre et examiné les planches du sol. L'une d'elles portait de petites marques sur les bords, comme si elle avait été soulevée plusieurs fois. Je l'ai sortie prudemment. En dessous, il y avait un espace vide, et à l'intérieur de cet espace,
Une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures. Elle était recouverte de symboles gravés que je ne reconnaissais pas. Certains semblaient quechua, d'autres semblaient beaucoup plus anciens. Je l'ai sortie et l'ai posée sur le lit. Il y avait un petit trou dans la serrure, mais pas pour une clé. C'était plutôt une aiguille, scellée avec mon sang. Elle s'ouvrira avec la tienne. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé une aiguille dans la boîte à couture de ma tante. J'ai respiré profondément et me suis piqué le doigt index. Une goutte de sang a coulé, rouge et brillante. Je l'ai laissé tomber sur le trou de la serrure. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Puis le sang a été absorbé par le métal comme de l'eau dans la terre sèche. Les symboles sur la boîte ont commencé à briller d'une lumière tamisée, rougeâtre. Et j'ai entendu un clic. La boîte était ouverte. Dedans, il y avait 3 choses. Un livre épais, avec des couvertures en cuir craquelé, un couteau cérémonial, avec une poignée en os sculptée, et un collier fait de pierres noires polies enfilées sur un cordon en cuir. J'ai pris le livre en premier. Les pages étaient en papier épais, jauni par le temps. La première page portait un titre écrit en ancien espagnol, Registro de la línea de sangre, Guardianes de la Puerta, primera generación hasta la séptima. J'ai tourné les pages. C'était un journal, ou plutôt, plusieurs journaux écrits par différentes mains au fil des décennies, peut-être des siècles. La première entrée était datée de 1743. Moi, Sébastien Huaman, écris ceci pour que ma descendance connaisse la vérité de notre charge. En cette année du Seigneur 1743, alors que je travaillais la terre qui m'a été héritée par mon père, j'ai découvert une entrée, une grotte qui ne devrait pas être là. Je suis entré, poussé par la curiosité. J'ai découvert que la grotte n'était pas naturelle, c'était une construction, ancienne, antérieure aux Incas, même antérieure au peuple que nous connaissons. Au fond de cette grotte, j'ai trouvé une porte, en pierre noire, couverte de symboles qui semblaient en bouger quand je ne les regardais pas directement. Et derrière cette porte, j'ai entendu des voix, des murmures, des promesses. J'ai eu peur. J'ai commencé à sortir. Mais alors, l'un des murmures a dit mon nom. Il m'a appelé. Il m'a offert un marché. Pouvoir, dit la voix. Connaissance, protection pour ma famille. Tout ce que je devais faire, c'était garder la porte fermée, m'assurer qu'elle reste scellée, effectuer un rituel chaque pleine lune pour renforcer le sceau. En échange, ma famille prospérerait. Nous aurions de la longévité, la santé et le don de voir au-delà du voile entre les mondes. J'ai accepté. Que Dieu me pardonne, j'ai accepté. Et à ce moment-là, la porte a tremblé. J'ai senti quelque chose passer d'elle vers moi. Une connaissance que je n'avais pas eue quelques secondes auparavant. Recette, rituel, parole de pouvoir, tout coulant dans mon esprit comme de l'eau. Quand je suis sorti de la grotte ce jour-là, je n'étais plus le même homme. Je continuais à lire, entrée après entrée, génération après génération. Chaque gardien racontait la même histoire avec des variations. Tous découvraient la grotte. Tous entendaient les murmures. Tous acceptaient le pacte. Et tous menaient des vies longues remplies de pouvoir, mais aussi d'isolement. Parce que le pouvoir effrayait les autres. La connaissance les séparait des gens normaux. La dernière entrée était celle de ma tante Sébastiana, datée à peine d'1 semaine avant sa mort. JPT. J'ai été la gardienne pendant 67 ans. J'ai maintenu le sceau fort. J'ai effectué les rituels sans faute. Et j'ai senti, au cours de ces dernières décennies, que ce qui se trouve derrière la porte devient plus inquiet, plus affamé. Les murmures sont plus forts maintenant. Ils m'appellent plus fréquemment. Ils me demandent d'ouvrir la porte. Ils promettent des merveilles si je ne la laisse entrebâiller qu'un peu. Mais je connais la vérité que tous les gardiens précédents ont connue. Ce qui se trouve derrière cette porte ne doit jamais sortir. Matteo sera le prochain. Il est jeune, fort, et il a le don endormi dans son sang. Il s'éveillera quand je mourrai et qu'il acceptera la charge. J'espère seulement qu'il sera plus fort que moi, qu'il pourra maintenir le sceau pendant encore 60 ans ou plus. Car si le sceau échoue, si la porte s'ouvre, je ne sais pas ce qui en sortira. Les anciens gardiens ont écrit des avertissements. Ils ont parlé d'ombres qui marchent, de faim qui ne se rassasie jamais, d'un vide qui consume. Je ne peux pas permettre que cela arrive tant que je suis en vie. Et quand je mourrai, je fais confiance à Matteo pour ne pas le permettre non plus. Que la montagne nous protège tous. Je fermai le livre avec des mains tremblantes. Cela ne pouvait pas être réel. C'était un délire.
la fantaisie d'une vieille solitaire qui avait perdu contact avec la réalité. Mais alors je me suis souvenu de la lueur des symboles dans la boîte, la façon dont ils ont absorbé mon sang. Et je me suis souvenu de quelque chose d'autre. Chaque gardien de la ligne avait vécu plus de 90 ans, tous, à une époque où l'espérance de vie était bien plus courte. Et ma tante Sébastiana n'avait jamais été malade, jamais, même pas un rhume, jusqu'au jour où elle a décidé de mourir. J'ai regardé le couteau cérémonial et le collier qui étaient encore dans la boîte. Je ne les ai pas touchés, pas encore. J'ai organisé les funérailles de ma tante. Peu de gens sont venus. Quelques voisins qui la respectaient pour ses guérisons. Certains qui venaient plus par peur que par respect, s'assurant qu'elle était vraiment morte. Le prêtre du village a refusé de célébrer la cérémonie, alors nous avons eu une simple cérémonie au cimetière. Pendant toute la cérémonie funéraire, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une pression à la base de mon crâne, comme si quelque chose essayait d'entrer dans ma tête. Et des murmures, si faibles que je n'étais pas sûr qu'ils soient réels ou imaginés. Gardien, nouveau gardien, viens, connais, accepte. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les murmures ont continué, plus forts dans l'obscurité, plus insistants. Au lever du soleil, j'ai pris une décision. Je devais voir. Je devais savoir si tout cela était réel ou si je perdais la raison comme apparemment tout le monde dans ma famille avait perdu la sienne. Je suis retourné chez ma tante. J'ai cherché dans ses notes, dans les marges du livre, toute indication sur l'emplacement de la grotte. J'ai trouvé une carte dessinée à la main, simple mais claire. La grotte était à 2 kilomètres de la maison, en montant la montagne, cachée derrière un groupe de rochers, formant une configuration particulière. J'ai pris le couteau et le collier dans la boîte. Je ne savais pas pourquoi. Instinct, je suppose. Ou peut-être que les murmures me guidaient déjà. La randonnée a été difficile. Le terrain était rocheux et escarpé. Mais après 1 heure, j'ai trouvé la formation rocheuse décrite sur la carte. Et derrière elle, cachée parmi la végétation dense, se trouvait l'entrée. Elle était petite. Je devrais me baisser pour entrer. L'entrée était couverte de vignes qui semblaient avoir poussé là intentionnellement, la cachant de quiconque passerait à proximité. Je les ai écartées et je suis entré. L'air à l'intérieur était froid, bien plus froid que ce qu'il aurait dû être. Mon souffle se condensait en nuages blancs devant mon visage. J'ai sorti mon téléphone et utilisé la lampe de poche pour éclairer le chemin. Le tunnel descendait à un angle constant. Les murs n'étaient pas naturels. Ils étaient couverts de sculptures. Des figures humaines. Des figures qui n'étaient pas humaines. Des scènes de rituels. Et partout, les mêmes symboles que j'avais vus dans la boîte en métal. Je marchais pendant ce qui semblait être des kilomètres, mais qui étaient probablement seulement quelques centaines de mètres. Le tunnel s'est finalement ouvert dans une grande chambre. Et là, au fond de la chambre, se trouvait la porte. C'était exactement comme l'avait décrit le premier gardien, fait de pierres noires qui semblaient absorber la lumière de ma lampe de poche, couvert de symboles qui, lorsque je les regardais directement, étaient immobiles, mais qui, dans ma vision périphérique, semblaient se tordre et changer. La porte n'avait pas de poignée. Elle n'avait pas de serrure visible. C'était simplement une dalle rectangulaire incrustée dans le mur de roche de la chambre. Mais autour d'elle, gravés dans la roche elle-même, il y avait des symboles de contention, cercles dans des cercles, motifs géométriques complexes, et des taches sombres qui semblaient très anciennes, mais que je reconnaissais pour ce qu'elles étaient, du sang. Les murmures ici étaient assourdissants, pas en volume, mais en clarté. Je pouvais distinguer plusieurs voix, des dizaines peut-être, toutes parlant en même temps. « Gardien, tu es arrivé. Enfin, ouvre, libère, permets. Fin, si longtemps enfermé. Ouvre, pouvoir, nous te donnerons le pouvoir. Connaissance infinie, ouvre seulement. » Elle a menti. Sébastiana a menti. Il n'y a pas de danger, seulement la liberté. Ouvre. Je me suis approché de la porte. J'ai tendu la main sans réfléchir. Mes doigts étaient à quelques centimètres de toucher la surface noire. Et puis j'ai entendu une autre voix. C'était différent, plus clair, plus proche. C'était la voix de ma tante Sébastiana. « No !» Je me suis figé. J'ai tourné la tête en cherchant la source de la voix.
Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Ne le touche pas, Matteo. Pas encore. Pas sans comprendre. Tante, chuchotait. Je ne suis pas vraiment ici. C'est un écho. J'ai laissé une partie de mon énergie ici, attachée au symbole de protection, pour pouvoir guider le prochain gardien. À toi. J'ai abaissé ma main lentement. Qu'est-ce que cet endroit? Qu'y a-t-il derrière la porte? Quelque chose d'ancien, répondit l'écho de ma tante. Quelque chose d'avant le temps. Les peuples qui vivaient ici avant les Incas l'ont trouvé. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont scellé. Parce qu'ils ont compris que s'ils le laissaient libre, il dévorerait tout. Ce n'est pas mauvais dans le sens que nous comprenons la méchanceté. C'est la faim pure. Un vide qui cherche à se remplir en consommant l'existence même. Les murmures devinrent plus frénétiques, essayant d'étouffer la voix de ma tante. Mensonge, mensonge, nous sommes la connaissance, nous sommes le pouvoir, nous sommes la liberté. Ne les écoute pas, avertit l'écho de Sébastiana. Ils mentiront, ils offriront, ils promettront, mais tout n'est que tromperie. Notre lignée a maintenu cette porte fermée pendant 7 générations parce que nous connaissons la vérité. L'un des premiers gardiens, le 3e je crois, a affaibli le sceau intentionnellement. Il voulait voir ce qui se passerait, il voulait tester le pouvoir promis. Que s'est-il passé, demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas savoir. Une fissure s'est ouverte, juste une fissure de la largeur d'un doigt, et quelque chose en est sorti. Une ombre, petite au début, mais elle a grandi, elle s'est nourrie. Elle a tué 17 personnes dans le village avant que le gardien ne puisse la refermer. Il a mis 3 mois à effectuer le rituel de confinement. Et ces 17 personnes ne sont pas seulement mortes. Elles ont cessé d'exister. Leurs familles les ont oubliées. Il n'y a pas eu de tombe, pas de deuil. Simplement, elles ont cessé d'être. Je sentis mon sang se glacer plus que par le froid de la grotte. Et que dois-je faire? Garder le sceau. Comme je l'ai fait, comme tous les gardiens l'ont fait. À chaque pleine lune, tu dois venir ici. Tu dois couper ta paume avec le couteau cérémoniel. Tu dois laisser ton sang couler sur les symboles de contention. Et tu dois réciter les mots de pouvoir qui vivent maintenant dans ton esprit. J'avais raison. Je pouvais sentir les mots. Dans une langue que je ne connaissais pas, mais que je pouvais d'une certaine manière lire dans mon esprit comme s'ils avaient toujours été là. Le collier, poursuivit la voix de ma tante, te protège de l'influence directe de ce qui se trouve derrière la porte. Porte-le toujours quand tu viens ici. Sans lui, les murmures peuvent te rendre fou. Ils peuvent te faire croire que ouvrir est la bonne chose à faire. J'ai sorti le collier de ma poche et je l'ai mis. Au moment où il a touché ma poitrine, les murmures se sont partiellement tus. Je pouvais encore les entendre, mais ils étaient maintenant lointains, moins convaincants. « Et si je refuse ?» demandai-je. « Et si je pars simplement et ne reviens jamais ?» Le silence qui a suivi était lourd. « Alors le sceau s'affaiblira. Sans le sang d'un gardien pour le renforcer chaque mois, les symboles perdront leur pouvoir. Cela prendrait du temps, peut-être des années. Mais finalement, la porte s'ouvrirait toute seule, et personne ne serait là pour contenir ce qui en sortirait. Pourquoi moi? Pourquoi notre famille? Parce que le premier gardien a accepté. Et avec son acceptation, il a lié sa lignée au pacte. Seul notre sang peut maintenir le sceau. Seul notre sang est reconnu par les anciens symboles. Si tu voulais transférer cette charge à un autre, tu devrais rompre la ligne. Et rompre la ligne signifierait rompre le sceau. C'était un piège parfait. Une prison héréditaire. « Désolé, Matteo, » dit l'écho de ma tante, sa voix s'estompant. « Je suis désolé que cela tombe sur toi. Mais il n'y a personne d'autre. Tu es le dernier de notre lignée. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera. » Et puis sa voix a complètement disparu. Je suis resté seul dans la chambre. Seulement moi, la porte noire, et les murmures qui promettaient du pouvoir si seulement je l'ouvrais. J'ai regardé le couteau dans ma main. J'ai regardé les symboles de contention autour de la porte. Et j'ai pris ma décision. Je me suis coupé la paume. Pas profondément, mais suffisamment pour que le sang coule. J'ai marché autour de la porte, laissant tomber des gouttes de sang sur chaque symbole de contention en séquence. Pendant que je le faisais, je récitais les mots de pouvoir qui vivaient maintenant dans mon esprit. Des mots qui n'étaient ni en espagnol, ni en quechua, ni dans aucune langue que j'avais entendue. Mais ma bouche les formait parfaitement, comme si je savais comment les prononcer depuis ma naissance. Les symboles ont commencé à briller, d'un rouge intense qui illuminait toute la chambre. La porte a tremblé.
Les murmures sont devenus des cris de colère et de frustration. Non, traître, gardien inutile, tu regretteras. Quand tu faibliras enfin, quand tu échoueras enfin, tu seras le premier à être consumé. Mais j'ai continué, j'ai complété le cercle, j'ai terminé les mots, et l'éclat s'intensifia tellement que j'ai dû fermer les yeux. J'ai ressenti une vague d'énergie traverser mon corps, depuis mon sang versé vers les symboles, des symboles vers la porte, renforçant le sceau. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était silencieux. Les murmures avaient cessé. Les symboles brillaient doucement d'une lumière rougeâtre qui s'estompa lentement. Et la porte semblait plus solide d'une certaine manière, plus réelle, plus permanente. Le rituel était terminé. Je suis sorti de la grotte avec les jambes tremblantes. La lumière du jour m'a aveuglé après l'obscurité intérieure. Je me suis assis sur une roche et j'ai enveloppé ma paume saignante avec un mouchoir. À ce moment-là, j'ai ressenti le changement, le don dont ma tante avait parlé. Soudain, je pouvais voir des choses que je ne voyais pas auparavant. Des auras autour des êtres vivants, des énergies dans l'air, et je pouvais sentir la porte. Toujours. Comme une présence constante en marge de ma conscience. Je savais exactement à quel point le sceau était fort. Je pouvais sentir quand il faiblissait. C'était le gardien maintenant. Dans mon sang, dans mon esprit, dans mon destin. 3 ans se sont écoulés depuis lors. À chaque pleine lune, je monte la montagne. J'entre dans la grotte. Je réalise le rituel. Et les murmures sont toujours là, essayant de me tenter, m'offrant, me promettant. Mais je garde le sceau fort. J'ai appris davantage sur le don. Je peux guérir des maladies mineures maintenant. Je peux voir quand quelqu'un ment. Je peux sentir le danger avant qu'il n'arrive. Les mêmes compétences qui rendaient ma tante redoutée et respectée. Mais je porte aussi l'isolement. Les gens peuvent sentir que je suis différent. Ils m'évitent. Ils murmurent quand je passe. Certains viennent me demander de l'aide en secret, mais aucun ne veut être mon ami. Et chaque nuit, avant de dormir, je sens la porte. Là-haut dans la montagne, en attente, les murmures arrivent dans mes rêves maintenant, plus subtils, plus patients. Finalement, tu te lasseras. Finalement, tu échoueras. Et quand cela arrivera, nous serons libres. Parfois, je me demande combien de temps je pourrais faire cela. Ma tante l'a fait pendant 67 ans. Son prédécesseur pendant 53. Combien de temps me reste-t-il? 30 ans? 40? 60? Et que se passera-t-il lorsque je mourrai? Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de frère. Je suis le dernier de la lignée de sang de Sébastien Ouaman, le premier gardien. Quand je partirai, il n'y aura plus personne. Le sceau échouera, la porte s'ouvrira, et ce qui se trouve derrière sera enfin libre. Parfois, dans mes moments les plus sombres, j'envisage simplement de tout arrêter, ouvrir la porte moi-même, affronter ce qui en sortira. Peut-être pourrais-je le détruire. Peut-être pourrais-je mettre fin à ce fardeau pour toujours. Mais alors je me souviens des paroles du 3e gardien. 17 personnes consumées en 3 mois. Et ce n'était qu'une petite fissure, si j'ouvrais complètement la porte. Non, je ne peux pas prendre ce risque. Alors je continue, lune après lune, mois après mois, année après année. Je suis Matteo Ouaman, 7e gardien de la lignée, gardien du sceau, protecteur de la porte qui ne doit pas s'ouvrir. Et c'est mon fardeau jusqu'au jour où je mourrai. Après cela, que Dieu aide tout le monde, car personne d'autre ne pourra. Voici l'histoire que Matteo a partagée avec moi. Il me dit qu'il monte encore chaque pleine lune pour effectuer le rituel, que le sceau reste fort, mais que le poids de savoir qu'il est le dernier de sa lignée le consume lentement. Si dans ta famille, il y a des histoires de charges héritées, de pactes anciens que quelqu'un doit maintenir, ou de secrets qui se transmettent de génération en génération, j'aimerais les connaître. Écris-les dans les commentaires. Parfois, partager le poids facilite sa gestion. Prends soin de toi et rappelle-toi que certains héritages viennent avec des responsabilités que nous n'avons jamais imaginées. On se parle bientôt. J'ai reçu cette histoire d'un abonné en Argentine qui travaille comme bibliothécaire dans une ancienne université de Buenos Aires.
Il préfère que je l'appelle Fernando. Si jamais vous avez trouvé un livre qui semblait contenir un savoir qui ne devrait pas exister, ou si vous avez ressenti qu'un texte ancien exerçait une certaine influence sur vous, partagez-le dans les commentaires. Les histoires sur des textes maudits me fascinent. Ce que Fernando a découvert dans les archives oubliées de sa bibliothèque l'a amené à comprendre qu'il existe des livres écrits avec des intentions obscures, et que certaines connaissances vaudraient mieux rester enterrées. Je m'appelle Fernando, j'ai 44 ans, et je travaille comme bibliothécaire à l'Université nationale de Buenos Aires depuis 18 ans. Je suis une personne méthodique, organisée, qui trouve la paix entre les livres et le silence des salles de lecture. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 2 ans et demi, et depuis, ma relation avec les livres, en particulier les anciens, n'a jamais été la même. La bibliothèque où je travaille se trouve dans un bâtiment historique du quartier de Recoleta. Elle a été construite en 1889 et est une bibliothèque universitaire depuis 1920. Elle a 5 étages visibles et 2 sous-sols. Les étages supérieurs sont modernes, bien éclairés, remplis d'étudiants. Mais les sous-sols sont différents. Surtout le 2e sous-sol, le niveau le plus profond, où nous conservons les archives historiques, les manuscrits anciens et les livres que plus personne ne consulte. J'étais le seul bibliothécaire ayant un accès régulier au 2e sous-sol. La plupart de mes collègues l'évitaient. Ils disaient que c'était déprimant, sombre, que ça sentait l'humidité et le vieux papier. Mais moi, j'aimais ça. Il y avait une qualité méditative à marcher entre ces étagères remplies de connaissances oubliées. Tout a commencé en septembre 2021. L'université avait reçu un grand don de livres anciens d'une collection privée. Le propriétaire était décédé et ses héritiers voulaient se débarrasser de sa bibliothèque personnelle. C'étaient des centaines de volumes, certains du 19e siècle, d'autres même plus anciens. Mon travail consistait à cataloguer la collection, à déterminer ce qui était précieux et ce qui était en double, et à trouver l'endroit approprié pour chaque livre. C'était un projet qui me prendrait des mois, mais j'en profitais. Chaque livre était un petit monde attendant d'être redécouvert. J'étais en train de cataloguer le don à une table de travail au 2e sous-sol quand j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Une boîte qui n'était pas dans l'inventaire officiel. Elle était en bois sombre, presque noir, avec des motifs sculptés que je ne reconnaissais pas, et elle était fermée par un vieux cadenas rouillé. « Et curioso » murmuré. J'ai cherché la clé parmi les objets qui avaient été donnés, mais je n'ai rien trouvé. Finalement, j'ai utilisé un pied de biche pour casser le cadenas. Quand j'ai ouvert la boîte, une odeur étrange s'est échappée. Ce n'était pas simplement l'odeur d'un vieux livre, c'était quelque chose de plus, doux mais aussi métallique, comme du sang séché mélangé à de l'encens. À l'intérieur, il y avait un seul livre. Il était grand, à peu près de la taille d'un atlas, avec environ 500 pages. La couverture était en cuir noir, craquelée par les années. Il n'avait pas de titre visible sur la couverture ou le dos. Juste des symboles gravés qui semblaient alchimiques ou kabbalistiques. Je l'ai sorti avec précaution. Il était lourd, beaucoup plus que ce qu'il devrait être pour sa taille. Et il était froid au toucher, bien que le sous-sol soit chaud et humide. J'ai ouvert le livre à une page au hasard. Le texte était écrit à la main dans une encre brun foncé qui aurait pu être du sang. La langue était un mélange étrange. J'ai reconnu un peu de latin, mais il y avait d'autres mots dans des langues que je n'ai pas identifiées. Et il y avait des diagrammes, des cercles complexes remplis de symboles, des figures géométriques impossibles, et ce qui semblait être des instructions pour des rituels. Mes mains ont commencé à trembler en tournant les pages. Pas par peur encore, mais par excitation académique. C'était quelque chose de spécial, quelque chose de rare. Possiblement un grimoire, un de ces livres de magie médiévale que les occultistes utilisaient. Précieux, ai-je pensé. Cela devrait être dans une collection spéciale, pas dans une boîte non cataloguée. Je fermai le livre et cherchai une indication de son origine. Sur la première page, écrit dans une calligraphie élaborée, il y avait un titre. Liber Tenebris, le livre des ombres. Et en dessous, en lettres plus petites, écrit de la main de Sebastian Mora, année de notre Seigneur 1724, que celui qui lit ces mots comprenne le prix du savoir. Sebastian Mora. Le nom me semblait familier. Je cherchais dans les archives historiques de l'université, et je le trouvais. Sebastian Mora avait été un académicien jésuite dans la Buenos Aires coloniale. Mais il avait été expulsé de l'ordre en 1722 pour pratiques incompatibles avec la foi. Les archives ne précisaient pas quelles pratiques exactement,
Il y avait plus d'informations. Maura avait disparu en 1725, un an après avoir écrit ce livre selon la date sur la couverture. Sa maison avait été trouvée vide, avec des signes de lutte. Il n'a jamais été retrouvé, vivant ou mort. Et sa collection de livres et d'objets personnels avait été confisquée par l'Inquisition et supposément détruite. Mais ce livre avait survécu. Il avait passé de main en main pendant presque 3 siècles, finissant finalement dans la collection privée que nous venions de recevoir. J'aurais dû le signaler à mes supérieurs immédiatement. J'aurais dû le mettre sous clé dans la section des livres rares. Mais la curiosité m'a emporté. Je voulais savoir ce qu'il contenait. Quel savoir avait été si dangereux que l'Inquisition avait tenté de le détruire. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je suis resté dans le sous-sol avec le Liber Tenebris. J'avais une lampe de bureau et mon carnet de notes. J'ai commencé à traduire le texte méthodiquement. Les premiers chapitres parlaient de la nature de la réalité. Maura soutenait que le monde visible n'était qu'une coquille, une illusion, qu'il y avait des couches plus profondes d'existence, des dimensions qui se superposaient à la nôtre mais qui étaient invisibles au sens normaux. Jusque-là, rien de trop inhabituel. De nombreux textes ésotériques anciens parlaient de réalité cachée. Mais ensuite, je suis arrivé au 3e chapitre, intitulé « Du contact avec l'invisible ». Là, Maura décrivait des méthodes pour épaissir le voile entre les dimensions, des rituels spécifiques, utilisant des mots de pouvoir, des symboles dessinés avec des matériaux spécifiques, réalisés à des moments astrologiques précis. Il disait qu'en effectuant ces rituels, on pouvait voir et éventuellement communiquer avec les entités qui habitaient ces autres dimensions. Mais attention, écrivait Maura, toutes les entités ne sont pas bienveillantes. Certaines sont neutres, indifférentes à l'humanité. D'autres sont activement hostiles, et les plus dangereuses sont celles qui feignent l'amitié, qui offrent connaissance et pouvoir, mais qui demandent des prix qui ne se comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Je continuais à lire, fasciné. Maura décrivait ses propres expériences. Comment il avait commencé avec des rituels mineurs, contactant ce qu'il appelait des esprits mineurs ou des échos. Mais il avait progressivement progressé vers des entités plus puissantes. Et alors je trouvais un passage qui me fit m'arrêter. En l'année 1723, j'ai réalisé le rituel du seuil. J'ai ouvert une porte que je n'aurais jamais dû ouvrir. Ce qui est venu à travers, je n'ai pas de mots adéquats. Ce n'était pas démoniaque au sens traditionnel. C'était quelque chose de plus ancien, de plus fondamental. Il m'a offert une connaissance absolue, une compréhension complète des mystères de l'univers. Tout ce que j'avais à faire était de lui permettre de s'ancrer dans notre réalité, d'utiliser mon corps comme point d'entrée. J'ai presque accepté. La connaissance qu'il me montrait était enivrante. Mais au dernier moment, j'ai vu la vérité. Si je lui permettais d'entrer complètement, je cesserais d'exister. Je serais consumé, remplacé, et l'entité utiliserait ma forme pour amener d'autres de sa sorte. J'ai réussi à fermer le portail, mais pas complètement. Une fissure est restée, et à travers cette fissure, l'entité peut encore chuchoter. Elle peut encore tenter. Elle peut encore corrompre ceux qui sont assez fous pour écouter. C'est pourquoi j'écris ce livre, comme avertissement, comme confession, et comme sceau. Les mots dans ce livre contiennent du pouvoir, mais ils contiennent aussi des liens. Tant que ce livre existera, la fissure restera petite, contrôlée. Si ce livre est détruit, la fissure s'élargira. Mais si quelqu'un lit le livre en entier, en réalisant les rituels dans l'ordre, la porte s'ouvrira à nouveau. Ne lisez pas au-delà de ce point, vous avez déjà trop vu. Fermez ce livre, brûlez-le si vous le pouvez, enterrez-le si vous ne pouvez pas le détruire, mais ne lisez pas plus. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû fermer le livre là, mais la curiosité est un poison séduisant. Juste un peu plus, me suis-je dit, juste pour comprendre. J'ai tourné la page. Le 4e chapitre commençait par le rituel exact que Maura avait utilisé, le rituel du seuil. Instructions étape par étape, symboles à dessiner, mots à prononcer, moments spécifiques où le rituel était le plus efficace. En le lisant, j'ai ressenti quelque chose, une présence, comme si quelque chose de l'autre côté prêtait attention, comme si en lisant simplement les mots, j'établissais une connexion. Ridicule, me suis-je dit. Ce ne sont que des mots dans un vieux livre, ils n'ont pas de pouvoir réel. Mais le sous-sol semblait soudain plus froid, et dans le silence absolu, j'ai juré que je pouvais entendre quelque chose, un murmure à peine audible, comme si quelqu'un parlait dans une pièce lointaine.
J'ai refermé le livre brusquement. Mon cœur battait vite. J'ai regardé autour du sous-sol. J'étais seul. Bien sûr que j'étais seul. Il était minuit, le bâtiment était fermé. J'étais le seul à avoir la clé du deuxième sous-sol. Mais la sensation d'être observé ne disparaissait pas. Et ce murmure, je pouvais encore l'entendre. Pas avec mes oreilles, mais dans mon esprit. Des mots dans une langue que je ne connaissais pas, mais que d'une certaine manière je comprenais. Curieux, murmurait-il. Affamé de connaissances, comme Maura, comme tous ceux qui trouvent ce livre. Nous voulons t'enseigner, nous voulons te montrer. Tu dois juste lire, tu dois juste comprendre. Et alors tu verras tout. Je me suis levé si rapidement que j'ai renversé la chaise. J'ai pris le livre et l'ai remis dans sa boîte en bois. J'ai fermé le couvercle, bien que le cadenas soit cassé, et je l'ai mis dans un placard fermé où nous gardions des matériaux particulièrement délicats. Je suis sorti du sous-sol presque en courant. J'ai monté les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée, je suis sorti du bâtiment, et je ne me suis pas arrêté avant d'être dans la rue, sous les lumières et entouré de gens et de trafic. Mes mains tremblaient. Ce n'était que ton imagination, me suis-je dit. Tu as lu un texte suggestif tard dans la nuit dans un sous-sol sombre. Ton esprit a créé le reste, mais je ne pouvais pas y croire. J'avais ressenti quelque chose de réel, quelque chose qui m'avait touché lorsque j'avais lu ces mots. Les jours suivants, j'ai essayé de me comporter normalement. J'ai travaillé sur d'autres projets de catalogage, aidé des étudiants, fait mes tâches routinières, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au livre. Les mots que j'avais lus résonnaient encore dans mon esprit. Les diagrammes continuaient d'apparaître lorsque je fermais les yeux. Et les chuchotements n'étaient pas partis. Ils étaient plus faibles maintenant que j'étais loin du livre, mais ils étaient encore là. Dans des moments de silence, au bord du sommeil, je pouvais les entendre, tentant, promettant, appelant. Une semaine après l'incident, je suis descendu au deuxième sous-sol à nouveau. Je me suis dit que c'était juste pour vérifier l'humidité, que certains livres anciens avaient besoin d'attention. Mais je savais la vérité. Je voulais voir le livre à nouveau. Je l'ai sorti du placard. La boîte en bois semblait plus chaude maintenant, vibrant subtilement sous mes doigts. Quand je l'ai ouverte, le livre semblait différent. Les symboles sur la couverture brillaient faiblement, ou peut-être n'était-ce que mon imagination. Juste une page de plus, me suis-je dit, juste pour vérifier quelque chose que j'ai lu. J'ai ouvert le livre là où je l'avais laissé, le rituel du seuil. J'ai lu plus attentivement cette fois. C'était complexe mais pas impossible à réaliser. Cela nécessitait plusieurs matériaux, du sel, de la craie rouge ou du sang, des bougies noires et certains symboles dessinés sur le sol dans une configuration spécifique. Purément académique, me dis-je en copiant les diagrammes dans mon cahier, juste pour comprendre ce que faisait Maura. Mais pendant que je copiais, quelque chose d'étrange se produisit. Ma main commença à bouger plus vite, presque automatiquement. Les symboles coulèrent de ma plume comme si je les avais dessinés 1000 fois auparavant. Et pendant que je dessinais, les murmures devinrent plus clairs. « Oui, disait-il, tu comprends, tu es prêt, tu dois juste compléter le rituel, tu dois juste ouvrir la porte, et nous te montrerons des merveilles au-delà de ton imagination. » Je m'arrêtai, laissant tomber la plume. « Non, dis-je à haute voix, je ne vais pas faire le rituel, je suis juste en train de l'étudier. » Mais les murmures rirent. Un son sans humour, plus comme le vent entre des feuilles sèches. Tout le monde dit ça. Maura a dit ça. Mais la curiosité gagne toujours. Le désir de savoir, de comprendre, d'expérimenter. C'est la nature humaine. Et tu es déjà allé trop loin pour t'arrêter maintenant. Je fermais le livre violemment. Mais je savais qu'ils avaient raison. Une partie de moi voulait faire le rituel. Je voulais voir si cela fonctionnait. Je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est de la folie, me dis-je. Ce sont les pensées de quelqu'un qui a perdu la raison. Je dois me débarrasser de ce livre avant de faire quelque chose de stupide. Je décidai que le livre devait être placé sous une garde appropriée. J'appelai le département des livres rares de la Bibliothèque nationale. Je leur expliquai que nous avions un grimoire du XVIIIe siècle qui nécessitait une préservation spécialisée. Ils vinrent une semaine plus tard. 2 spécialistes, le docteur Ramirez et la docteure Soto. Je leur montrai le livre. Tous deux pâlirent visiblement en le voyant. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda le docteur Ramirez d'une voix tendue. « Il est venu avec un don privé. Pourquoi? Est-ce que vous le reconnaissez ?»
Pas ce livre spécifiquement, mais son type, oui, a déclaré la docteure Soto. Il existe des enregistrements de plusieurs grimoires similaires apparaissant tout au long de l'histoire, tous écrits par différentes personnes à différentes époques, mais avec un contenu étonnamment similaire, comme si plusieurs personnes avaient canalisé le même savoir. C'est précieux, ai-je demandé. Précieux et dangereux, répondit le docteur Ramirez. Ces livres ont une histoire. Les personnes qui les lisent tendent à se détériorer mentalement. Certains deviennent obsessionnels, d'autres ont des collapsus psychotiques. Certains disparaissent simplement. Vous suggérez donc que le livre est maudit? Je suggère qu'il contient des informations que l'esprit humain n'est pas équipé pour traiter, dit la docteure Soto. Appelons cela une malédiction, appelons cela un danger informationnel, le résultat est le même. Ce livre ne devrait pas être lu. Que faites-vous donc avec? Nous le scellons. Nous avons un coffre-fort spécial pour des textes comme celui-ci. Climatisation contrôlée, accès restreint, multiples couches de sécurité. Le docteur Ramirez me regarda avec sérieux. L'avez-vous lu? J'hésitais, puis je hochai la tête. Une partie, les 4 premiers chapitres. Les 2 spécialistes échangèrent des regards inquiets. Avez-vous ressenti des effets secondaires? Demanda la docteure Soto. Des chuchotements, des visions, des impulsions inhabituelles? Moi, oui, un peu. Ça passera avec le temps. Maintenant qu'il sera éloigné du livre, m'assura-t-elle. L'effet est plus fort en proximité physique. Une fois que le livre sera dans le coffre, les symptômes devraient s'estomper. Ils ont emporté le Liber Tenebris ce même jour. J'ai vu comment ils l'enveloppaient dans un tissu spécial, le mettaient dans une boîte scellée et le chargèrent dans leur véhicule. J'ai ressenti du soulagement, mais aussi une étrange sensation de perte. Comme si une partie de moi ne voulait pas laisser partir le livre. Les murmures ont continué pendant plusieurs semaines de plus. Chaque jour un peu plus faible. Le docteur Soto avait raison. La distance aidait. 2 mois après l'incident, j'ai enfin cessé de les entendre complètement. Ou presque complètement. Il y a encore des moments, surtout tard dans la nuit quand le monde est silencieux, où je peux entendre des échos. Très faibles, à peine perceptibles, mais là. Comme si quelque chose de l'autre côté se souvenait encore de mon nom, savait encore qu'une fois j'avais lu ces mots. J'ai enquêté davantage sur le phénomène après que le livre soit parti. J'ai découvert que le docteur Soto n'avait pas exagéré. Il y avait des dizaines de cas documentés de personnes à travers l'histoire qui avaient trouvé des grimoires similaires. Des universitaires, des occultistes, simplement des personnes curieuses. Beaucoup avaient mal fini. Certains sont devenus fous, parlant d'entités que seuls eux pouvaient voir. D'autres avaient réalisé les rituels décrits dans les livres et avaient disparu ou avaient été retrouvés morts dans des circonstances étranges. Et quelques-uns avaient changé, leur personnalité fondamentalement altérée, comme si quelque chose d'autre regardait à travers leurs yeux. Qu'est-ce que Mora avait contacté? Qui avait-il de l'autre côté du seuil? Je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai des théories. Je pense qu'il y a des choses qui existent dans des couches de réalité que nous ne percevons normalement pas. Des dimensions parallèles, des plans d'existence alternatifs, peu importe comment vous voulez les appeler. Et je pense que certaines pratiques, certaines connaissances, peuvent amincir la barrière entre notre monde et ces autres lieux. Et les choses de l'autre côté sont conscientes de nous. Elles nous observent, elles nous étudient. Et occasionnellement, quand quelqu'un est assez stupide ou curieux pour ouvrir une porte, elles essaient de traverser. Il n'y a pas de démons au sens religieux traditionnel. Ce sont quelque chose de différent. Des entités avec une intelligence, mais avec des motivations et des façons de penser complètement étrangères aux nôtres. Et elles veulent entrer dans notre monde, peut-être parce que le leur est d'une certaine manière moins habitable, ou peut-être simplement parce que c'est dans leur nature de s'étendre, de coloniser, de conquérir. Des personnes comme Mora, comme d'autres, à travers l'histoire, ont découvert les méthodes pour contacter ces entités. Et chaque fois que quelqu'un le fait, la barrière s'affaiblit un peu plus, comme un barrage avec de petites fissures qui s'étendent progressivement à chaque pression. Un jour, peut-être, suffisamment de personnes auront réalisé suffisamment de rituels, suffisamment de fissures se seront ouvertes, et la barrière s'effondrera, et alors ce qui est de l'autre côté viendra en masse. Ou peut-être que je suis paranoïaque, peut-être que tout était dans ma tête. Un épisode psychotique mineur induit par la suggestion et le travail nocturne dans des conditions d'isolement. Mais je ne le crois pas. Je sais ce que j'ai ressenti. Je sais ce que j'ai entendu.
Et je sais que le Liber Tenebris était plus qu'un vieux livre avec des idées étranges. Il contenait quelque chose, un fragment d'une chose plus grande et plus terrible. Et ce fragment existe encore, scellé dans un coffre-fort, attendant le prochain curieux assez idiot pour ouvrir ses pages et lire ces mots. J'espère que cette personne ne viendra jamais. J'espère que le livre restera enterré, oublié, perdu dans les archives où les livres dangereux vont mourir. Mais je sais qu'éventuellement quelqu'un le trouvera. Quelqu'un le fait toujours, parce que la curiosité humaine est infinie. Et le désir de connaissance interdite est une tentation que peu peuvent résister. J'espère juste que lorsque cette personne lira le livre, elle aura la sagesse de le fermer avant d'aller trop loin, avant que les murmures ne commencent, avant que la porte ne commence à s'ouvrir. Parce qu'une fois que vous commencez ce chemin, il est très difficile de revenir en arrière, et ce qui attend de l'autre côté n'oublie jamais, ne lâche jamais prise. Il est toujours là, chuchotant, attendant, prêt pour le moment où vous baisserez votre garde. Ainsi se termine le témoignage de Fernando. Il m'a dit que depuis lors, il a été beaucoup plus prudent avec les livres anciens qu'il catalogue, en particulier ceux provenant de collections privées sans documentation claire. Le Liber Tenebris reste dans le coffre-fort de la Bibliothèque nationale et Fernando n'a pas l'intention de le revoir. Si jamais vous avez trouvé un livre ou un texte qui semblait exercer une certaine influence sur vous, qui vous faisait ressentir ou penser des choses étranges, partagez-le dans les commentaires. Ces objets existent plus que nous ne le pensons. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous pour plus de contenu chaque semaine. Et faites attention aux livres que vous choisissez de lire. Certaines connaissances ont un prix. On se retrouve la prochaine fois. Cette histoire m'a été envoyée par un follower nommé Esteban, qui a travaillé comme conducteur de métro dans la ville de Mexico pendant 5 ans. Ce qu'il m'a raconté sur son dernier mois à ce travail m'a complètement bouleversé, surtout parce que c'est quelque chose qui pourrait techniquement arriver à n'importe quel conducteur dans n'importe quel système de métro dans le monde. Si vous avez déjà voyagé seul dans la dernière voiture du dernier train de la nuit et que vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre avec vous, quelqu'un qui ne devrait pas être là, laissez-le dans les commentaires. Avant de commencer, si vous aimez ces histoires et que vous souhaitez en entendre plus chaque semaine, abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, voici l'histoire d'Esteban et du passager qui ne descendait jamais du train. Je m'appelle Esteban et pendant 5 ans, j'ai été conducteur de train sur la ligne 3 du métro de la ville de Mexico. C'était un travail stable, bien payé, avec des avantages. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Je transportais des milliers de personnes chaque jour, de l'université jusqu'à Indios Verdes. Le tour qui m'incombait était celui de l'après-midi nocturne, de 14h à 1h du matin. Je conduisais les trains pendant les heures de pointe de l'après-midi, puis durant les heures plus calmes de la nuit. Et enfin, je faisais le dernier trajet de la journée avant la fermeture du système. Ce dernier trajet, celui qui part de Universidad à minuit 40 et arrive à Indios Verdes vers 1h10, était toujours étrange. Il y avait très peu de passagers, des gens qui sortaient tard du travail, des employés de nuit, quelques alcooliques. Les wagons étaient pratiquement vides. Parfois, je faisais tout le trajet avec moins de 10 personnes dans tout le train. Mais il n'était jamais complètement vide. Il y avait toujours quelqu'un. Je faisais ce tour depuis 4 ans sans aucun problème. Je connaissais chaque station, chaque tunnel, chaque son du train. C'était routinier, monotone, sûr. Cela a changé en octobre de l'année dernière. C'était un mercredi, vers minuit 45. Je venais de sortir de la station Universidad avec mon dernier train de la nuit. J'ai regardé les écrans internes. Sean Cabin dispose d'écrans montrant ce qui se passe à l'intérieur des wagons via des caméras de sécurité. Il y avait 7 passagers au total, répartis dans différents wagons. C'était normal pour cette heure-là. Le train avançait doucement dans le tunnel sombre vers la station suivante, Copilco. Les lumières du tunnel défilaient rapidement devant les fenêtres, créant cet effet stroboscopique que tous les conducteurs connaissent bien. Nous sommes arrivés à Copilco. 2 personnes sont descendues. Personne n'est monté. 5 passagers restants. Nous continuons vers Universidad. Un passager de plus est descendu. 4 restent. À Miguel Angel de Quevedo. 2 autres sont descendus. 2 restent. À Coyoacán, 1 de plus est descendu. Un passager restant. J'ai regardé le moniteur. C'était un homme d'âge moyen, assis dans la dernière voiture.
Il portait un costume gris froissé, comme s'il avait eu une journée très longue. Sa tête était inclinée vers l'avant, apparemment endormi. Rien d'inhabituel. À cette heure, les gens s'endormaient souvent dans le métro, surtout après de longues journées de travail. Nous poursuivons vers Viveros, Derechos Humano. L'homme n'est pas descendu. Il dormait toujours dans la même place. Juanacatlan. Il n'est pas non plus descendu. Balderas. Rien. Nous étions maintenant dans la partie centrale de la ligne, les stations les plus importantes. Normalement, même à cette heure, quelqu'un monterait. Mais cette nuit-là, personne n'est monté à aucune station. C'était juste cet homme endormi dans le dernier wagon et moi dans la cabine du conducteur. Hidalgo. Il n'est pas descendu. Guerrero. Il n'est pas descendu. Tlatelolco. Il était toujours là, exactement dans la même position. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Cet homme était assis dans la même position, sans bouger du tout, depuis plus de 30 minutes. Pas même le léger balancement d'une personne qui dort. Juste parfaitement immobile. À la Raza, une grande station où quelqu'un descend presque toujours. J'ai finalement décidé d'utiliser le haut-parleur du train. Monsieur le passager du dernier wagon, voici la station La Raza. Veuillez vérifier si c'est votre station de destination. J'ai regardé le moniteur. L'homme ne bougeait pas un muscle, comme s'il n'avait rien entendu. J'ai attendu les 2 minutes réglementaires avec les portes ouvertes. Personne n'est monté. L'homme n'est pas descendu. J'ai fermé les portes et j'ai continué. Potrero, Deportivo 18 de Marzo, Linda Vista. À chaque station, l'homme restait exactement pareil. Même siège, même position, parfaitement immobile. Finalement, nous sommes arrivés à la dernière station, Indios Verdes, fin de la ligne. Tout le monde doit descendre ici parce que le train ne continue pas. Station Indios Verdes, dernière station. Tous les passagers doivent descendre. Fin du service. J'ai ouvert les portes et j'ai regardé le moniteur. L'homme était toujours assis. Il n'avait pas bougé. J'ai attendu. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. L'homme ne bougeait pas. Ce n'était pas normal. J'ai utilisé de nouveau le haut-parleur, cette fois directement dirigé vers la dernière voiture. Monsieur le passager, c'est la dernière station. Le train ne continue pas. Vous devez descendre maintenant. Rien. Pas même une réaction. Selon le protocole, si un passager ne répond pas et ne descend pas à la dernière station, le conducteur doit aller vérifier personnellement. Peut-être que le passager est malade, inconscient ou pire. J'ai quitté la cabine du conducteur et j'ai marché le long du quai vide vers la dernière voiture. Mes pas résonnaient dans la station déserte. Il était 1h10 du matin et il n'y avait absolument personne sauf moi et ce passager. Je suis monté dans la dernière voiture par la porte arrière. Les lumières intérieures étaient allumées, créant cette lueur fluorescente brillante et froide typique du métro. La voiture était complètement vide. Il n'y avait personne assis là où l'homme devrait être. Personne dans aucun siège. La voiture était absolument vide. J'ai cligné des yeux, confus. S'était-il levé et était-il descendu pendant que je marchais le long du quai? Mais je l'aurais vu. La station était vide. Il n'y avait nulle part où se cacher. J'ai vérifié tout le wagon. Sous les sièges, dans les coins, dans le petit espace près des portes. Rien. Personne. Je suis descendu du train et j'ai vérifié le quai. Complètement vide. Les escaliers menant à la sortie étaient juste là. Si quelqu'un était monté, je l'aurais vu ou au moins entendu ses pas. Mais il n'y avait personne. Je me suis penché dans la cabine de contrôle du quai où se trouve habituellement le personnel de la station. Vide. Ils étaient déjà partis, comme c'est habituel à cette heure. Je suis retourné dans ma cabine de conducteur et j'ai vérifié les enregistrements des caméras internes. Le métro dispose d'un système qui enregistre en continu et conserve les 2 dernières heures. J'ai rembobiné jusqu'au moment où j'ai embarqué dans le train à l'université. Là, il était, l'homme en costume gris montant dans la dernière voiture à la première station. Je l'ai suivi à travers toutes les stations, assis, immobile, exactement comme je l'avais vu sur les moniteurs en direct. Nous sommes arrivés à Indios Verdes lors de l'enregistrement. Les portes se sont ouvertes, j'ai fait l'annonce. Et alors, l'homme a simplement disparu. Il ne s'est pas levé, il n'a pas marché vers les portes. Une image était là, assis. L'image suivante, le siège était vide.
comme s'il s'était évaporé dans l'air. J'ai rembobiné et je l'ai revu. Même résultat. Un moment, il était là. L'instant d'après, il n'était plus là. Mon cœur battait vite. Cela n'avait aucun sens. Les gens ne disparaissent pas. Les caméras ne tombent pas en panne de cette manière si spécifique. J'ai décidé de le signaler. J'ai appelé par radio le centre de contrôle. Contrôle, ici train 324. J'ai une situation étrange. Un passager qui était dans mon train semble avoir disparu. Il n'est pas descendu à aucune station visible mais n'est plus dans le train. Il y eut une pause. Puis la voix du dispatcher répondit. Le passager représente-t-il un danger pour la sécurité? Non, c'est-à-dire, il n'est plus ici. Il a simplement disparu. A disparu? Esteban, il est 1h du matin. Il est probable qu'il soit descendu à une station et que tu ne l'aies pas remarqué. Y a-t-il un problème de sécurité actuel? Non, mais alors termine ton service. Gare le train à la remise et rentre chez toi. S'il y a des équipes ou des personnes égarées, nous gérerons cela demain. La communication a été coupée. J'ai garé le train à la remise comme d'habitude, rempli mon rapport de service, en omettant la partie sur le passager disparu parce que je savais que cela semblerait ridicule, et je suis rentré chez moi. Mais je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je continuais à voir cette image dans ma tête. L'homme assis, parfaitement immobile, puis, simplement, n'étant plus là. La nuit suivante, jeudi, j'ai fait mon service normal. Le dernier trajet a commencé à minuit 40 comme toujours. Cette fois, il y avait plus de passagers, environ 12 au total. Tous sont descendus à différentes stations. Lorsqu'on est arrivé à Tlatelolco, il ne restait que 2 personnes, une jeune femme dans le 3e wagon et un homme dans le dernier wagon. Mon estomac se tendit. J'observais l'écran de plus près. C'était le même homme, même costume gris, même position, assis, immobile, la tête inclinée en avant. Ce ne peut pas être, susurrai-je. La jeune femme descendit à la rasa. Maintenant, c'était juste cet homme à nouveau. Nous sommes arrivés à Indios Verdes. J'ai fait l'annonce. Les portes se sont ouvertes. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai immédiatement quitté la cabine et couru vers la dernière voiture. Je suis monté. Vide. L'homme n'était pas là. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'était pas là la nuit précédente. Sur le siège où il avait été assis, il y avait une tache sombre, humide, qui semblait noire sous les lumières fluorescentes de la voiture. Je me suis approché lentement. La tache avait une odeur familière. C'était du sang frais. Je reculais, le cœur battant à tout rompre. D'où étais-je venu? La place était vide il y a 30 secondes quand je l'ai vu sur le moniteur. J'ai sorti ma radio. Contrôle, j'ai besoin qu'ils envoient la sécurité au dépôt d'Indios Verdes immédiatement. Il y a du sang dans l'un des wagons. Cette fois, ils m'ont pris au sérieux. 5 minutes plus tard, l'équipe de sécurité est arrivée. Ils ont inspecté le wagon, pris des photos de la tâche, recueilli ma déclaration. « Avez-vous vu quelqu'un blessé ?» demanda le chef de la sécurité. Il y avait un passager assis là, mais quand je suis arrivé dans le wagon, il n'était plus là. Et le sang est apparu après? Oui ou non, je ne sais pas. Il n'était pas là sur les moniteurs, mais quand je suis arrivé physiquement, il était là. Le chef de la sécurité échangea un regard avec son collègue. Nous allons vérifier les enregistrements. Rentre chez toi, Esteban. Nous t'appellerons si nous avons besoin de quelque chose d'autre. Le lendemain, j'ai été convoqué à une réunion avec mon superviseur. Je pensais qu'ils allaient me licencier ou au moins suspendre. Esteban, nous avons vérifié les enregistrements d'hier soir, commença mon superviseur. Aucun passager visible à ce siège, à aucun moment du trajet. Mais je l'ai vu. Les caméras ne montrent personne, et la tache de sang. L'analyse préliminaire indique qu'elle a plus de 48 heures. Ce n'est pas frais comme tu l'as dit. Quoi? Mais elle était humide. Je l'ai vue, je l'ai sentie. Esteban, as-tu bien dormi? Es-tu stressé? Je compris ce qui se passait. Il pensait que je délirais, que le manque de sommeil ou le stress me faisait voir des choses. Je vais bien, dis-je fermement. J'ai vu ce que j'ai vu. Écoute, faisons comme ça. Prends le week-end libre, repose-toi. Et lundi, on verra si tu es prêt à revenir ou si tu as besoin de plus de temps. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. J'ai passé le week-end à faire des recherches. J'ai fouillé dans des archives de journaux, sur des forums d'employés du métro, partout où je pouvais trouver des informations sur des incidents étranges sur la ligne 3. Et j'ai trouvé quelque chose. En 2003, il y a eu un meurtre dans le métro.
Un homme a été poignardé dans la dernière voiture d'un train de la ligne 3 lors du dernier trajet de la nuit. L'assaillant a disparu à Indios Verdes et n'a jamais été capturé. La victime, un employé de bureau de 42 ans nommé Fernando Reyes, est mort dans son siège avant que le conducteur ne réalise que quelque chose n'allait pas. Il portait un costume gris. Il est mort dans le siège de la dernière voiture vers 1h05 du matin. Exactement le même siège, exactement la même heure, exactement le même aspect que l'homme que j'avais vu. Fernando Reyes avait été retrouvé à la station Indios Verdes, mort dans son siège, après que le conducteur ait finalement décidé de vérifier pourquoi il ne descendait pas. Et depuis lors, selon certains anciens posts sur des forums d'employés du métro que j'ai trouvés, plusieurs conducteurs avaient signalé avoir vu un passager dans la dernière voiture du dernier train, un homme en costume gris, qui ne descendait jamais, qui disparaissait à Indios Verdes. La plupart des rapports avaient été écartés ou ignorés. Certains conducteurs ont été transférés vers d'autres lignes après avoir insisté trop sur ce qu'ils avaient vu. Lundi, je suis retourné au travail. Je n'ai rien mentionné de mon enquête. J'ai simplement dit que je me sentais mieux, que c'était du stress, que j'étais prêt à revenir. Cette nuit-là, lors de mon dernier trajet, je n'ai pas regardé les moniteurs. Je ne voulais pas voir. Je gardais mes yeux sur les commandes, dans les tunnels devant, sur tout sauf ces écrans. Mais quand nous sommes arrivés à Indios Verdes, je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai regardé. La dernière voiture était vide sur le moniteur. Mais quelque chose m'a fait tourner physiquement la tête. À travers la fenêtre de ma cabine, je pouvais voir une partie de la dernière voiture depuis mon angle. Et là il était, assis, immobile, regardant directement dans ma cabine, directement vers moi. Pour la première fois, j'ai vu son visage clairement, pâle, avec des yeux vides, et une expression de supplication désespérée, comme s'il voulait me dire quelque chose. Comme s'il avait besoin d'aide. Mais il était mort. Il était mort depuis 20 ans. Et pourtant, chaque nuit, il revivait ses dernières minutes, montant dans le dernier train, s'asseyant dans la dernière voiture, mourant lentement pendant que le train traversait la ville, arrivant à Indios Verdes et disparaissant, pour tout recommencer la nuit suivante, piégé dans une boucle éternelle de sa propre mort. Je fermais les yeux avec force. Quand je les ouvris, il était parti. C'était ma dernière nuit en tant que conducteur de métro. Le lendemain matin, j'ai déposé ma démission. Je leur ai dit que j'avais trouvé un autre emploi, une meilleure opportunité. Ils n'ont pas posé beaucoup de questions. Il y a un taux de rotation élevé du personnel lors des quarts de nuit. Je travaille maintenant dans un bureau, horaire de 9 à 5, pas de quart de nuit, pas de tunnel sombre, pas de train vide. Mais parfois, lorsque je voyage en métro en tant que passager, j'évite la ligne 3. Et jamais, en aucune circonstance, je ne prends le dernier train de la nuit, parce que je sais qu'il est toujours là. Fernando Reyes, assis dans la dernière voiture, vivant sa mort encore et encore, en attendant que quelqu'un l'aide enfin. Mais personne ne peut l'aider, parce que personne ne veut admettre qu'il est là. Il est plus facile de dire que les conducteurs hallucinent, que le stress leur joue des tours, que les caméras ont des défaillances techniques. Il est plus facile d'accepter la vérité, que certains passagers n'atteignent jamais leur destination finale, que certains restent piégés, répétant le même voyage éternellement, que le dernier train de la nuit transporte plus que de simples passagers vivants. Il transporte des souvenirs, il transporte de la douleur, il transporte les derniers moments de personnes mortes seules dans l'obscurité de ces tunnels, et ils continueront à voyager, nuit après nuit, jusqu'à ce que quelqu'un enfin les voie, les reconnaisse, les se souvienne, mais personne ne veut voir, parce qu'une fois que vous voyez, une fois que vous voyez vraiment, vous ne pouvez plus arrêter de voir. Et j'ai vu, et c'est pourquoi j'ai dû partir, car Fernando Reyes n'était pas le seul. Lors de mes dernières nuits, j'ai commencé à voir d'autres. Une femme dans le wagon de devant, un adolescent dans le deuxième, tous immobiles, tous morts, tous piégés. Le métro est rempli d'eux, les passagers qui ne sont jamais rentrés chez eux. Et si tu voyages un jour dans le dernier train de la nuit, sur n'importe quelle ligne, dans n'importe quelle ville, et que tu vois quelqu'un assis complètement immobile, sans réagir à rien, avec le regard vide, ne t'approche pas, n'essaie pas d'aider. Descends simplement à la prochaine station, car ils n'ont pas besoin de ton aide. Il est déjà trop tard pour eux. La seule chose que tu peux faire, c'est t'assurer de ne pas devenir un de plus.
C'est ce qu'Esteban m'a confié. Il m'a dit qu'il évite maintenant complètement le métro quand il peut, qu'il préfère marcher ou prendre le bus, tout sauf retourner dans ces tunnels. Si tu as déjà travaillé dans le transport public nocturne, ou si tu as voyagé seul à l'aube et que tu as vu quelqu'un qui semblait tout simplement pas correct, laisse un commentaire. Parfois, ceux qui sont morts seuls cherchent encore de la compagnie lors de leur dernier voyage. Prends soin de toi, voyage en toute sécurité, et on se retrouve dans la prochaine histoire. Repose-toi bien. J'ai ici le récit d'Andrés, un suiveur du Chili qui m'a écrit au sujet de quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'il était adolescent et qui a marqué le reste de sa vie. Si jamais tu as joué avec la Ouija ou avec tout type d'invocation en pensant que c'était juste un jeu et que les choses ont échappé à tout contrôle, j'aimerais beaucoup lire ton expérience dans les commentaires. Parfois, nous sous-estimons le pouvoir de certaines choses. Ce que Andrés et ses amis ont fait une nuit d'été a commencé comme une blague entre amis ennuyés, mais cela a fini par déclencher quelque chose que aucun d'eux n'était préparé à affronter. C'est une histoire sur la curiosité adolescente, sur un rituel qui n'aurait jamais dû être complété, et sur quelque chose qui a été invoqué et qui refuse de partir. J'avais 15 ans quand cela s'est produit. C'était l'été 2009, et je restais chez mon oncle dans le sud du Chili, près de Valdivia. Mes parents avaient voyagé à l'étranger pour le travail et m'avaient laissé là pendant 2 mois. Mon oncle travaillait toute la journée, donc j'avais essentiellement la maison pour moi. J'ai rapidement fait des amis dans le quartier. Il y avait Thomas, un garçon de mon âge qui vivait 3 maisons plus bas, sa cousine Sofia, qui avait 16 ans, et Javier, le grand frère de Thomas, qui avait 18 ans et se croyait le plus cool de tous. Nous passions nos journées à jouer à des jeux vidéo, à aller à la rivière, en gros à perdre du temps comme le font les adolescents dans les petites villes. Une nuit, à la mi-janvier, nous étions dans le jardin arrière de la maison de mon oncle. C'était une journée chaude et la nuit était collante, avec cette chaleur humide qui vous fait transpirer juste en étant assis. Thomas avait apporté des bières qu'il avait volées chez son père, et nous nous sentions très rebelles en les buvant pendant que ses parents pensaient que nous regardions des films. « Je m'ennuie », dit Javier après un moment. « Faisons quelque chose d'intéressant. »« Comme quoi ?» demanda Sofia. « Je ne sais pas. Quelque chose qui fait peur, une histoire d'horreur ou quelque chose comme ça. » Thomas ria. « Que sommes-nous? Des enfants de 10 ans. »« J'ai une meilleure idée, » dit Sofia, avec un sourire qui ne me plaisait pas. « Avez-vous déjà fait une séance de spiritisme ?» Nous nous sommes tous regardés. J'avais entendu parler de ces choses, bien sûr. La Ouija, les rituels pour invoquer des esprits. Mais j'ai toujours pensé que c'était des bêtises, des choses de film. « C'est stupide, » dis-je. « As-tu peur ?» me défia Sofia. Et c'est là que j'ai commis ma première erreur. Parce qu'à 15 ans, l'orgueil est plus fort que le bon sens. « Je n'ai peur de rien, » répondis-je. « Cela me semble juste une perte de temps. » « Alors ça ne te dérangera pas de participer. » Sofia sortit son téléphone et commença à chercher quelque chose. Après quelques minutes, elle trouva ce qu'elle cherchait. Voici. C'est un ancien rituel chilien. Ça s'appelle l'invocation du miroir. Il dit que tu peux contacter des esprits en utilisant seulement des bougies, un miroir et cette prière spécifique. Elle lut les détails à voix haute. Le rituel nécessitait que nous nous asseyions en cercle autour d'un grand miroir avec des bougies à chaque coin. Nous devions éteindre toutes les lumières et réciter une prière 3 fois en regardant nos reflets. Supposément, s'il y avait un esprit à proximité, il apparaîtrait dans le miroir derrière l'un de nous. Ça sonne inventé, dit Thomas, mais je pouvais voir qu'il était intrigué. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, dit Javier en se levant. Allons-y. Nous sommes entrés dans la maison. Mon oncle avait un grand miroir dans le salon, de ceux anciens avec un cadre en bois sculpté. Nous l'avons descendu avec précaution et l'avons posé sur le sol de la salle. Nous avons trouvé des bougies dans un placard, vestige d'une coupure de courant qui avait eu lieu des mois auparavant. Nous avons éteint toutes les lumières de la maison. La seule illumination venait des bougies que nous avons placées aux 4 coins du miroir. Nous nous sommes assis en cercle regardant nos reflets dans le verre. La lumière des bougies faisait que nos visages semblaient fantomatiques, avec de profondes ombres sous les yeux et les joues. « D'accord, » dit Sofia, lisant sur son téléphone. « Nous devons nous tenir par la main et réciter ceci 3 fois. Esprits errants dans l'obscurité, je vous invite à vous montrer. Traversez le voile entre votre monde et le nôtre.
apparaissait devant nous maintenant. C'est tout ? Demanda Javier. Ça semble trop simple. Eh bien, il dit aussi que nous ne devons pas rompre le cercle sous aucun prétexte jusqu'à ce que nous éteignions les bougies et que nous ne devons pas cesser de regarder le miroir. Nous nous sommes pris par la main. Celle de Sofia était froide malgré la chaleur. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite, même si je me disais que c'était ridicule d'être nerveux pour quelque chose qui, de toute évidence, ne fonctionnerait pas. Nous avons commencé à réciter « Esprit errant dans l'obscurité, je vous invite à vous montrer ». La première fois, nous avons tous ri nerveusement à mi-chemin. Mais Sofia nous a fait continuer. La deuxième fois, nous l'avons fait plus sérieusement. Nos voix sonnaient étranges dans l'obscurité, résonnant légèrement contre les murs de la salle. Et à la troisième fois, quelque chose a changé. L'air est devenu plus froid. Pas progressivement, mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert un congélateur. Je pouvais voir ma respiration se condenser devant mon visage. Les flammes des bougies ont commencé à vaciller violemment, bien qu'il n'y ait pas de courant d'air. « Vous sentez ça ?» murmura Thomas. « Ferme-la et continue à regarder le miroir » ordonna Sofia, bien que sa voix tremblait. J'ai continué à regarder mon reflet, et alors je l'ai vu. Au début, je pensais que c'était une illusion d'optique, un tour des ombres dansantes des bougies. Mais non, il y avait quelque chose derrière mon reflet dans le miroir. Une silhouette sombre, à peine visible, comme une ombre plus dense que les autres. « Merde !» dit Javier. « Il y a quelque chose là-bas. » Nous l'avons tous vu maintenant. La silhouette devenait de plus en plus définie. Nous pouvions distinguer une forme vaguement humaine, mais déformée. Trop grande, trop mince, avec des membres qui semblaient trop longs. Et puis elle ouvrit les yeux. Ils étaient complètement blancs, sans pupilles, et brillaient d'une lumière propre. Ils nous regardaient directement depuis le miroir. Sofia cria et lâcha nos mains, rompant le cercle. Au moment où elle le fit, toutes les bougies s'éteignirent en même temps. La pièce fut plongée dans une obscurité totale. Nous entendîmes quelque chose bouger. Pas dans la pièce avec nous, mais depuis l'intérieur du miroir. Le bruit de quelque chose qui se traînait, grattant contre le verre. « Lumière! Que quelqu'un allume la lumière !» criai-je. Nous avons trébuché dans l'obscurité, nous heurtant les uns aux autres, cherchant désespérément l'interrupteur. Javier l'a trouvé le premier et les lumières de la pièce se sont allumées. La figure avait disparu. Le miroir ne montrait que nos réflexions normales. 4 adolescents effrayés fixant le verre. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» haleta Thomas. « Ça devait être notre imagination, » dis-je, bien que je ne me croyais même pas. Le pouvoir de la suggestion. Nous nous attendions à voir quelque chose, alors nous l'avons vu. Mais Sofia secouait la tête. Non, je l'ai ressenti. Quand j'ai lâché ses mains, j'ai senti quelque chose me toucher, sur l'épaule, par derrière. Nous sommes restés là, sans savoir quoi faire. Finalement, Javier a dit que nous devrions partir, qu'il était tard. Nous avons tous rapidement acquiescé. Personne ne voulait rester dans cette maison. Nous avons remis le miroir à sa place et nettoyé les bougies fondues. Mes amis sont partis et je suis resté seul. Je devrais avoir eu peur, mais j'étais tellement fatigué de la peur que je voulais juste dormir. Je suis monté dans ma chambre, je me suis mis au lit et j'ai éteint la lumière. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi avant que quelque chose ne me réveille. C'était un bruit. Des coups doux, rythmés, tap, 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 ils venaient de la fenêtre. Ma chambre était au 2e étage. Il n'y avait rien dehors de la fenêtre sauf un arbre à plusieurs mètres de distance. Rien ne pouvait frapper le verre. Je me suis assis sur le lit, le cœur battant. Les coups ont continué. Tap, tap, tap. Lentement, avec chaque muscle de mon corps me criant de ne pas le faire, je me suis approché de la fenêtre. Il n'y avait rien dehors. Juste l'obscurité et le vague contour de l'arbre sous la lumière de la lune. Mais alors, en regardant, j'ai vu un reflet dans le verre de la fenêtre. Pas mon reflet, c'était la silhouette du miroir. La même forme haute et déformée, avec ses yeux blancs brillants. Elle était debout derrière moi. Je me suis retourné en criant, trébuchant en arrière. Ma chambre était vide. Il n'y avait personne là. Mais quand j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, le reflet était toujours là. La silhouette dans le verre me regardait, bien qu'il n'y ait personne physiquement dans la chambre avec moi. J'ai couru hors de la chambre et suis descendu les escaliers. Je me suis enfermé dans la salle de bain du 1er étage, la seule pièce de la maison sans miroir. J'ai passé le reste de la nuit là, assis par terre, le dos contre la porte, sursautant à chaque bruit. Quand le jour s'est levé,
Je suis sorti de la salle de bain. La maison semblait normale à la lumière du jour. Je me suis rapidement douché, évitant de regarder le miroir de la salle de bain, et je suis allé chercher mes amis. Je les ai trouvés dans le parc du village. Ils avaient tous l'air aussi mal que je me sentais. Hier soir, a commencé Thomas, mais il n'a pas terminé sa phrase. Vous l'avez aussi vu? A demandé Sophia. Nous avons tous acquiescé. Chacun d'entre nous avait vu la silhouette dans un reflet pendant la nuit. Dans des miroirs, sur des fenêtres, sur l'écran éteint de la télévision. Toujours derrière nous, toujours avec ses yeux blancs brillants, mais jamais physiquement présents quand nous nous retournions. Nous devons le défaire, dit Javier. Le rituel, il doit y avoir un moyen de le renverser. Sophia chercha frénétiquement sur son téléphone, essayant de retrouver la page où elle avait vu le rituel à l'origine. Mais elle ne pouvait pas la trouver. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Nous avons cherché sur d'autres sites, dans des forums d'occultisme, sur des pages de légendes urbaines. Nous avons trouvé des références à des rituels similaires, mais rien de spécifique sur l'invocation du miroir. Ce que nous avons trouvé, ce sont des avertissements. Des histoires de personnes qui avaient effectué des rituels d'invocation et qui ne pouvaient ensuite pas se débarrasser de ce qu'elles avaient appelé. Des entités qui s'accrochaient à elles, les suivant dans chaque reflet, se rapprochant de plus en plus. Dit ici, lut Thomas d'un forum, que lorsqu'une entité est invoquée mais que le rituel n'est pas complété correctement, elle reste piégée à mi-chemin entre les mondes. Elle ne peut pas revenir, mais elle ne peut pas non plus se manifester complètement. Ainsi, elle existe dans des reflets, essayant constamment de traverser. Et que se passe-t-il s'il parvient à traverser? Ai-je demandé. Personne n'a répondu. Je pense que nous avions tous peur de le savoir. Les jours suivants ont été un cauchemar. La chose dans les reflets apparaissait de plus en plus fréquemment. Au début, seulement la nuit, mais bientôt elle a commencé à apparaître pendant la journée aussi. Nous la voyions dans les vitrines des magasins lorsque nous passions, dans les rétroviseurs des voitures, sur n'importe quelle surface réfléchissante, et à chaque fois, elle était un peu plus proche. La première nuit, elle était floue, à peine visible au fond du reflet. Maintenant, nous pouvions voir des détails. Sa peau était grise et semblait être couverte de fissures, comme de la porcelaine brisée. Ses doigts étaient anormalement longs, se terminant par quelque chose qui ressemblait à des griffes. Et sa bouche, quand elle l'ouvrait, nous pouvions voir des rangées de dents acérées. Mais le pire, c'était qu'elle avait commencé à émettre des sons. D'abord, ce n'étaient que des coups, comme ceux que j'avais entendus à ma fenêtre. Puis ils se sont transformés en griffures. Et finalement, nous avons commencé à entendre sa voix. C'était une voix qui ne sonnait pas humaine, multiple, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Mais aucune des voix n'appartenait à quelqu'un de vivant. Elle murmurait nos noms. Elle nous promettait des choses. Elle nous disait que nous devions juste le laisser entrer, que nous devions juste le regarder suffisamment, lui accorder suffisamment d'attention, et il pourrait traverser complètement. Ne l'écoutez pas, nous avertissait constamment Sophia. Ne lui répondez pas, ne lui donnez rien. Mais c'était difficile, parce que la chose savait des choses sur nous, des choses que personne d'autre ne savait, des secrets que nous avions gardés, des peurs que nous n'avions jamais partagées. Elle les utilisait contre nous, les murmurant depuis les reflets, essayant de nous faire réagir. Une nuit, 2 semaines après le rituel, les choses ont empiré. Nous étions tous les 4 chez Thomas. Ses parents étaient sortis dîner, donc nous avions la maison pour nous. Nous avions couvert tous les miroirs de la maison avec des draps, mais nous restions paranoïaques. Javier buvait, essayant de calmer ses nerfs. Il avait été pire que nous tous, il dormait à peine, et quand il le faisait, il avait des cauchemars. « Je n'en peux plus », dit-il soudainement. « Cela doit s'arrêter. » « Nous travaillons là-dessus, dit Sophia. « J'ai contacté des gens qui savent sur ces choses. Ce n'est pas suffisant. Cette chose est de plus en plus proche. Hier soir, j'ai presque pu la sentir. À travers le miroir, j'ai senti son souffle. Javier, tu dois te calmer. » Mais il n'écoutait pas. Il se leva et marcha vers la salle de bain, où il y avait un miroir que nous n'avions pas couvert, parce qu'il était dans un angle où nous ne pouvions normalement pas le voir depuis le salon. « Javier, non !» cria Thomas. Mais il était trop tard. Javier se tenait devant le miroir de la salle de bain et cria « Si tu veux quelque chose, viens le chercher. Arrête de te cacher dans les reflets et montre-toi vraiment. Lâche !» Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, la température baissa drastiquement. Nous pouvions voir notre souffle dans l'air. Les lumières de la maison commencèrent à clignoter.
et dans le miroir de la salle de bain, la silhouette apparut. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était pas floue ou lointaine. Elle était juste derrière Javier, aussi claire que si elle était vraiment là. Et elle souriait. Javier resta figé, regardant son reflet dans le miroir. La chose leva ses mains aux longs doigts et les plaça sur les épaules du reflet de Javier. « Enfin !» dit la chose avec cette voix multiple et horrible. « Enfin, je peux toucher. » Et alors, quelque chose d'impossible se produisit. Dans le miroir, nous vîmes comment les mains de la chose traversaient les épaules du reflet de Javier. Et dans le monde réel, Javier cria de douleur. Il avait des marques sur ses épaules, des marques rouges qui semblaient des brûlures, au même endroit où les mains de la chose avaient touché son reflet. Nous avons couru vers lui, le tirant du miroir. Les lumières ont cessé de clignoter. La température est revenue à la normale, mais les dégâts étaient faits. « Il peut nous toucher maintenant », murmura Sofia, horrifiée. « Il a brisé la barrière. Il peut nous faire du mal à travers les reflets. » Javier était sous le choc, regardant les marques sur ses épaules. « Ça a fait mal », dit-il d'une voix creuse. « Ça a fait très mal, comme si je me gelais et me brûlais en même temps. » Cette nuit-là, nous avons enfin trouvé de l'aide. Sofia avait été en contact avec une femme âgée du village, Doña Marta, qui était connue pour travailler avec des problèmes spirituels. Quand nous lui avons raconté ce qui était arrivé à Javier, elle a accepté de nous voir immédiatement. Sa maison était remplie de bougies, d'herbes sèches et de symboles religieux. Elle nous a fait asseoir et a écouté toute l'histoire sans interrompre. Quand nous avons fini, elle a secoué la tête tristement. « Enfant stupide », dit-elle, mais pas avec colère, plutôt avec tristesse, jouant avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Le rituel qu'ils ont fait, ils n'ont pas invoqué un esprit, ils ont invoqué quelque chose de bien pire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Thomas. « Il est difficile à expliquer. Dans le folklore ancien, on l'appelle le reflet. C'est une entité qui existe entre les dimensions, se nourrissant de l'énergie de ceux qui l'aperçoivent. Normalement, elle ne peut pas interagir avec notre monde. Mais lorsqu'elle est invoquée par des rituels comme celui qu'ils ont fait, une porte lui est ouverte. Comment l'arrêtons-nous ? Ils doivent compléter le rituel correctement, mais cette fois avec une protection adéquate. Ils doivent lui ouvrir complètement la porte, puis la fermer et la sceller de manière à ce qu'elle ne puisse jamais être rouverte. Il nous a expliqué ce que nous devions faire. C'était compliqué et dangereux. Cela nécessitait que nous retournions à l'endroit où nous avions effectué le rituel original, que nous recréions la configuration exacte, mais cette fois avec des cercles de protection, des herbes spécifiques et des prières de fermeture. « Un de vous devra être l'encre », expliqua-t-il. « Cette personne devra maintenir la porte ouverte pendant que les autres effectuent la fermeture. Le reflejado essaiera de passer à travers cette personne. Ils devront être forts. S'ils cèdent, s'ils permettent qu'ils traversent ne serait-ce qu'une seconde, tout le monde mourra. » Nous nous sommes regardés les uns les autres. Personne ne voulait être l'encre. Finalement, Javier parla. « Je le ferai. Cela a commencé à cause de moi. Je l'ai défié. Je lui ai donné plus de pouvoir. »« Javier, tu n'as pas à... » commença Sofia. « Si, je dois le faire. Et je vais le faire. » Doña Marta nous a donné tout ce dont nous avions besoin et nous a instruits méticuleusement sur chaque étape. Nous devions le faire cette même nuit, pendant l'heure du démon, entre 3 et 4 heures du matin, lorsque le voile entre les mondes est le plus mince. Nous sommes retournés chez mon oncle. Nous avons recréé la configuration exacte du rituel original, le miroir sur le sol, les 4 bougies au coin. Mais cette fois, nous avons également dessiné des cercles de protection avec du sel autour, placé des herbes spécifiques que Doña Marta nous avait données, et chacun de nous portait un amulette de protection. À 3h15 du matin, nous avons commencé. Javier s'est assis seul devant le miroir, à l'intérieur du cercle de protection le plus interne. Le reste d'entre nous formait un cercle extérieur, se tenant par la main, récitant les prières que Doña Marta nous avait enseignées. Le reflet est apparu presque immédiatement. Cette fois, ce n'était pas une ombre floue. Il était complètement solide dans le miroir, plus réel que nos propres reflets. Il se déplaçait derrière Javier, l'entourant, cherchant un point faible. « Permets-moi d'entrer », murmurait-il avec cette horrible voix multiple. « Tant de temps à attendre, tant de temps à observer. Laisse-moi juste entrer et tout sera fini. » Javier tremblait, mais maintenait sa position, fixant son reflet, tandis que la chose l'harcelait de l'autre côté du verre.
Nous continuions à réciter les prières. Les mots étaient dans une langue que je ne reconnaissais pas, quelque chose d'ancien que Doña Marta nous avait enseigné phonétiquement. Je pouvais sentir le pouvoir en elle, chaque syllabe faisant vibrer l'air. Le reflet commença à s'emporter. Le miroir commença à se fissurer. Les bougies clignotaient violemment. La température fluctuait entre glaciale et étouffante. « Ne cessez pas de réciter !» cria Sofia, en serrant nos mains plus fort. La chose dans le miroir s'est jetée sur Javier. Nous avons vu comment son reflet était attaqué, comment ses mains aux longs doigts l'attrapaient, le griffaient, essayaient de l'entraîner vers le verre. Dans le monde réel, Javier a crié. Des marques sont apparues sur sa peau, des éraflures et des brûlures, mais il est resté ferme, sans rompre le cercle de protection. « Nous y sommes presque !» a crié Thomas. Nous sommes arrivés à la partie finale du rituel. Nous devions réciter la phrase de clôture 3 fois, chaque fois plus fort. C'était un ordre direct pour que l'entité retourne dans sa dimension et ne revienne jamais. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir. Le reflet a hurlé. Le son était assourdissant comme 1000 voix criant dans l'agonie. Le miroir s'est fissuré davantage, des lignes de fracture s'étendant depuis le centre. Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir. La chose a commencé à se dissoudre, mais elle luttait contre cela. Elle s'accrochait au reflet de Javier, essayant de l'utiliser comme encre pour rester. « Javier, tu dois le laisser partir !» cria Sofia. « Tu dois le rejeter complètement !» Javier ferma les yeux et cria de toutes ses forces. « Je ne te veux pas, tu n'es pas le bienvenu, va-t'en !» Par le pouvoir du sacré, je t'ordonne de revenir, et de rester, c'est aller pour toujours. Le miroir explosa. Des fragments de verre volèrent dans tous les sens, mais le cercle de protection les arrêta, les faisant rebondir sans danger. La pièce resta dans un silence total. Quand j'ouvris les yeux, le miroir était en 1000 morceaux sur le sol. Les bougies s'étaient éteintes, et surtout, il n'y avait aucune présence. L'air semblait normal, pur. Javier était allongé sur le sol dans son cercle, épuisé mais vivant. Nous avons couru vers lui. « Ça a marché ?» demanda-t-il d'une voix faible. Nous avons regardé autour de nous. Sofia s'est approchée prudemment d'une fenêtre et a regardé son reflet. Juste elle, rien d'autre. « Je crois que oui, » dit-elle, souriant avec des larmes aux yeux. « Je crois que ça a vraiment marché. Nous avons tout nettoyé cette nuit-là. Nous avons rassemblé chaque fragment du miroir et les avons apportés à Doña Marta, qui les a bénis et les a enterrés dans une terre consacrée. Nous avons fait des nettoyages spirituels et avons porté des amulettes de protection pendant des mois après. C'était il y a 15 ans. Nous n'avons jamais revu le Reflejado. Mais il y a des conséquences à ce que nous avons fait. Javier n'a jamais été le même après cette nuit-là. Les marques sur sa peau ont finalement guéri, mais quelque chose en lui est resté endommagé. Il a développé une phobie sévère des miroirs. Jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas être dans une pièce avec un. Il a dû déménager dans un appartement sans salle de bain avec des miroirs. Il se rase sans se regarder, évite toute surface réfléchissante. Le reste d'entre nous a aussi changé. Sofia est devenue extrêmement prudente avec tout ce qui concerne l'occultisme. Elle a étudié pour devenir quelque chose de similaire à ce que c'était Doña Marta, aidant d'autres personnes qui commettent les mêmes erreurs que nous. Thomas a développé un insomnie chronique. Il dit qu'il a encore des cauchemars à propos de cette nuit-là, de voir son frère se faire attaquer et de ne rien pouvoir faire. Et moi, j'ai appris qu'il y a des choses dans ce monde qui sont mieux laissées en paix, que la curiosité peut vraiment tuer, et que certains jeux ne sont jamais vraiment des jeux. Parfois, très rarement, lorsque je passe devant un miroir, pendant une fraction de seconde, je crois voir quelque chose. Une ombre qui ne correspond pas à la mienne. Un mouvement que je n'ai pas fait, mais quand je regarde directement, il n'y a rien. J'espère que ce ne sont que des souvenirs, mon esprit me jouant des tours. J'espère que nous avons vraiment scellé le reflet cette nuit-là. Mais dans mes moments les plus sombres, je me demande si nous l'avons vraiment fait, ou si nous l'avons simplement affaibli suffisamment pour qu'il doive être plus subtil, plus patient, en attendant dans les reflets, observant, attendant une autre chance. Et ainsi se termine l'histoire d'Andrés. Il vit maintenant à Santiago, travaille comme ingénieur, et selon ses dires, il mène une vie normale. Mais il a avoué qu'il ne se sent jamais complètement à l'aise près des miroirs. Si tu as vécu quelque chose après avoir joué avec des rituels ou des invocations que tu pensais inoffensifs, s'il te plaît, partage-le dans les commentaires. Ces leçons doivent parfois être entendues,
Et si cette histoire t'a tenu en haleine, abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Il y a beaucoup d'expériences qui attendent d'être racontées. Passe une bonne nuit et réfléchis à 2 fois avant de faire des rituels que tu trouves sur Internet. À bientôt. Cette expérience m'a été racontée par Roberto, un suiveur qui travaille comme gardien de nuit dans un immeuble de bureau à Mexico. Si tu travailles aussi de nuit et que tu as ressenti que tu n'es pas seul dans un endroit qui devrait être vide, j'aimerais que tu partages ton histoire dans les commentaires. Parfois, ces expériences doivent être racontées. Ce que Roberto a vécu a commencé comme un travail de sécurité routinier, mais s'est transformé en quelque chose qui l'a amené à remettre en question la nature même de la réalité. Nous avons parlé de miroirs qui reflètent des choses qui ne devraient pas être là, d'un étage qui n'existe officiellement pas, et de quelque chose qui a été invoqué il y a des années et qui n'est jamais parti. Prépare-toi, car cette histoire va te mettre mal à l'aise. J'ai obtenu le poste de gardien de nuit dans le bâtiment Montemayor il y a 3 ans. C'était un bâtiment de bureau de 12 étages en plein Reforma, l'un de ces endroits impeccables avec un hall en marbre et des bureaux de luxe. Le salaire était bon et le travail semblait simple. Faire des rondes chaque heure, surveiller les caméras, m'assurer que tout était en ordre, car de 11h du soir à 7h du matin, 5 jours par semaine. Mon superviseur, Don Hector, y travaillait depuis 15 ans. Lors de mon premier jour, il m'a fait faire le tour, me montrant les itinéraires des rondes, où se trouvaient les extincteurs, les sorties de secours, tout le protocole standard. Mais il y avait quelque chose qui me semblait étrange. Nous étions dans l'ascenseur et j'ai remarqué que les boutons allaient du 1er au 11e étage, puis sautaient au 13e. Il n'y avait pas de bouton pour le 12e étage. « Pourquoi n'y a-t-il pas de 12e étage ?» ai-je demandé. Don Hector se mit tendu. « C'est un espace technique, équipement de maintenance, système de climatisation. Ce n'est pas accessible au personnel de sécurité. N'essaie jamais d'entrer là-dedans. Pas même pour les rondes. Surtout pas pour les rondes. S'il y a une urgence à cet étage, tu appelles les pompiers. Tu n'entres pas, compris ? » La fermeté dans sa voix m'a laissé clair que ce n'était pas négociable. J'ai acquiescé, bien que cela me semblait étrange. Les premières semaines étaient complètement normales. Je faisais mes rondes, vérifiais les portes, surveillais les caméras. L'immeuble la nuit était silencieux, presque trop. Mes pas résonnaient dans les couloirs vides et le seul son constant était le bourdonnement de la climatisation. Mais après un mois, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Des objets qui bougeaient. Une chaise que je jurais avoir laissée sous le bureau apparaissait au milieu du bureau. Des papiers par terre bien que les fenêtres soient fermées. Des lumières qui s'allumaient toutes seules dans des étages que je venais de vérifier. Je l'ai mentionné à Don Hector. Il a haussé les épaules. C'est un vieux bâtiment. Enfin pas si vieux, mais il a déjà ses manies. Probablement des systèmes électriques défaillants, des courants d'air. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais je m'inquiétais, parce que ce n'était pas seulement ça. Parfois, quand je marchais dans les couloirs, j'avais l'impression que quelqu'un marchait derrière moi. Je me retournais et il n'y avait personne. Les caméras ne montraient rien d'inhabituel, mais la sensation persistait. Une nuit, vers 3h du matin, j'étais dans la salle de surveillance à vérifier les caméras. Nous avons 20 caméras réparties dans tout le bâtiment. Hall, couloir, escalier de secours, parking. Je buvais du café, à moitié endormi, quand quelque chose sur l'un des moniteurs a attiré mon attention. C'était la caméra du couloir du 11e étage. Il y avait une silhouette là-bas, une personne complètement immobile, de dos à la caméra. Elle portait des vêtements sombres et avait les cheveux longs. Je me suis immédiatement dirigé vers là. Il ne devrait y avoir personne dans le bâtiment à cette heure-là, sauf moi. J'ai vérifié le registre d'accès. Personne n'était entré après que le bâtiment est fermé à 9h du soir. J'ai pris ma lampe de poche et ma radio et je suis monté au 11e étage. Mon cœur battait rapidement pendant que l'ascenseur montait. Lorsque les portes se sont ouvertes, le couloir était complètement vide. J'ai parcouru chaque bureau, chaque recoin. Il n'y avait personne. Je suis retourné à la salle de surveillance et j'ai vérifié l'enregistrement. La silhouette avait été là pendant exactement 2 minutes et 30 secondes. Puis, elle a simplement disparu. Elle ne s'est pas déplacée. Elle n'est pas allée dans une autre direction. Une image était là, la suivante ne l'était pas. J'ai appelé Don Hector bien que ce soit sa nuit de repos. Je lui ai expliqué ce que j'avais vu. « Roberto », dit-il après un long silence.
J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi qu'il arrive, ne va pas au 12e étage. Tu me comprends? Don Hector, je ne comprends pas ce que cela a à voir avec... Promets-le. D'accord, je le promets. Bien. Maintenant écoute. Le bâtiment Montemayor a été construit en 1997. Il y a eu des problèmes pendant la construction, des accidents, des morts. Et après son inauguration, des choses se sont passées. Des entreprises qui faisaient faillite après s'être installées ici. Des employés qui se suicidaient. C'était si mauvais que pendant des années, le bâtiment est resté à moitié vide. Personne ne voulait y louer. Et que s'est-il passé? Le propriétaire a engagé quelqu'un, un spécialiste. Ils ont fait quelque chose au 12e étage. Je ne sais pas exactement quoi, mais quoi que ce soit, ça a fonctionné. Les choses mauvaises se sont arrêtées. L'immeuble s'est rempli. Mais une partie de l'accord était que le 12e étage reste scellé. Pour toujours. Ce qui est contenu là-dedans doit y rester. J'ai ressenti un frisson. Tu es en train de dire qu'il y a quelque chose au 12e étage. Je dis qu'il y a des raisons pour lesquelles cet étage n'apparaît pas sur les plans officiels de l'immeuble. Des raisons pour lesquelles les escaliers de secours sautent du 11e au 13e. Des raisons pour lesquelles toi, moi et tout autre surveillant avons strictement interdiction d'y aller. J'ai raccroché le téléphone en ayant l'impression que ma perception de ce travail avait complètement changé. Les jours suivants, j'ai essayé d'agir normalement, mais je suis devenu obsédé par le 12e étage. J'ai enquêté sur le bâtiment. J'ai trouvé des articles de presse de la fin des années 90 sur les problèmes mystérieux du bâtiment Montemayor. 3 suicides en 1 an. 5 entreprises qui ont fait faillite en moins de 2 ans après s'y être installées. Des rapports d'employés disant entendre des voix, voir des ombres, se sentir observés. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant. Un article de 1999 sur un nettoyage énergétique effectué dans le bâtiment par un groupe dirigé par une femme nommée Magdalena Cortés, une nettoyeuse spirituelle bien connue de la ville de Mexico. L'article était vague sur les détails, mais mentionnait que le rituel avait été réalisé dans les niveaux supérieurs du bâtiment. J'ai cherché plus d'informations sur Magdalena Cortés et j'ai découvert qu'elle était morte en 2015. Mais j'ai trouvé son fils, Ernesto Cortés, qui avait apparemment hérité du business familial. Je l'ai contacté par email, lui expliquant que je travaillais dans le bâtiment Montemayor et que j'étais curieux du travail que sa mère y avait fait. À ma grande surprise, il a répondu rapidement et a accepté de me rencontrer. Nous nous sommes retrouvés dans un café près du bâtiment. Ernesto était un homme d'une 40aine d'années, sérieux, avec des yeux fatigués qui avaient trop vu. Ma mère ne parlait jamais beaucoup de ce travail, m'a-t-il dit. Mais je sais que c'était l'un des plus difficiles auxquels elle a été confrontée. Ce qu'il y avait dans ce bâtiment, ce n'était pas une présence normale. C'était quelque chose qui avait été invoqué intentionnellement. Invoqué? Par qui? Pour l'un des architectes originaux du bâtiment. Apparemment, il était impliqué dans l'occultisme. Il voulait mettre certaines protections dans le bâtiment. Mais quelque chose a mal tourné avec le rituel. Au lieu de protection, il a invoqué quelque chose d'obscur. Et cette chose a commencé à se nourrir de l'énergie négative dans le bâtiment. Et ta mère l'a éliminé? Ernesto secoua la tête. On ne peut pas éliminer quelque chose comme ça. On ne peut que le contenir. Elle a créé un sceau, une barrière. Elle a concentré toute cette énergie négative en un seul endroit, le 12e étage. Puis elle l'a scellé avec des symboles de protection et des barrières spirituelles. Tant que personne ne brise le sceau, la chose reste contenue. Que se passe-t-il si le sceau se brise? Alors tout ce qui a été contenu pendant des années se libérerait d'un coup. Ce serait catastrophique. Je lui ai parlé de la silhouette que j'avais vue dans les caméras. Son expression s'est assombrie. C'est mauvais. Cela signifie qu'il teste les limites du sceau, cherchant des faiblesses. Tu dois faire très attention. Ne t'approche pas du 12e étage. Ne réponds pas si tu entends des voix. Et si tu vois des choses qui n'ont pas de sens, ignore-les. Ne leur accorde pas ton attention car c'est ce qu'il veut. Je suis parti de cette réunion avec plus de peur que je n'en avais en arrivant. Cette nuit-là au travail, tout semblait différent. Le bâtiment paraissait plus sombre, plus menaçant. Les sons normaux, le bourdonnement de l'air, le craquement de la structure, sonnaient maintenant de manière sinistre. Lors de ma ronde de 2 heures du matin, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais au 7e étage quand j'ai remarqué que toutes les portes des bureaux étaient ouvertes. Toutes. Je les avais vérifiées 2 heures plus tôt et elles étaient verrouillées. J'ai marché lentement dans le couloir.
Les bureaux étaient vides, mais dans chacun d'eux, il y avait quelque chose hors de place. Dans un, toutes les chaises étaient empilées au centre. Dans un autre, les tableaux sur les murs étaient retournés. Dans un autre encore, quelqu'un avait écrit sur le tableau blanc « Étage 12 ». Je sentais que l'air devenait plus froid. J'ai sorti ma radio pour appeler le central, mais elle n'a produit que de la statique. Puis j'ai entendu l'ascenseur bouger. Je suis resté paralysé. L'immeuble a 2 ascenseurs. D'où j'étais, je pouvais voir les indicateurs numériques. Les 2 ascenseurs montaient. 8e étage, 9e étage, 10e étage, 11e étage. Et puis, quelque chose d'impossible. Les chiffres ont changé pour 12. Les ascenseurs se sont arrêtés au 12e étage. Mon esprit rationnel criait que c'était impossible. Il n'y avait pas de bouton pour le 12e étage. Les ascenseurs étaient programmés pour sauter de 11 à 13. Mais là étaient les indicateurs, montrant clairement 12. Après une minute qui a semblé éternelle, les ascenseurs ont commencé à descendre. 11e étage, 10e étage, 9e étage. Ils venaient vers où j'étais. J'ai couru vers les escaliers de secours. J'ai descendu aussi vite que j'ai pu, trébuchant sur quelques marches, ma respiration résonnant dans la cage d'escalier. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver au hall. Je me suis enfermé dans la salle de surveillance et j'ai vérifié les caméras. Les 2 ascenseurs étaient arrivés au 7e étage. Les portes s'étaient ouvertes. Et de chaque ascenseur était sorti quelque chose. Ce n'était pas une personne. C'était une ombre d'une forme vaguement humaine, mais déformée, comme si elle était faite de fumée noire. Les 2 ombres ont marché dans le couloir du 7e étage, inspectant les bureaux, comme si elles me cherchaient. Après 15 minutes, elles sont retournées aux ascenseurs et sont montées, de retour au 12e étage. Je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Je suis resté dans la salle de surveillance, avec toutes les lumières allumées, regardant les caméras de manière obsessive. À 7 heures du matin, lorsque mon service s'est terminé et que le garde du jour est arrivé, je suis sorti de là en tremblant. J'ai appelé Ernesto et je lui ai tout raconté. « Tu dois quitter ce travail », m'a-t-il dit immédiatement. Le sceau se fragilise. Et pour une raison quelconque, cette chose s'est fixée sur toi. Sur moi. Pourquoi ? Peut-être parce que tu en es conscient. Tu lui as prêté attention. Maintenant, elle te voit comme un objectif potentiel. Que veut-elle de moi ? Elle veut probablement que tu ouvres le sceau, que tu entres au 12e étage. Une fois que tu es là, elle peut t'utiliser comme encre pour sortir. Je ne vais pas entrer au 12e étage. D'accord, mais tu ne peux pas non plus continuer à travailler là-bas. C'est trop dangereux. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais besoin d'argent. De plus, une partie de moi, la partie stupide et curieuse, voulait comprendre davantage. Je voulais savoir ce qu'était vraiment cette chose. Je suis revenu ce soir-là avec un plan. Ernesto m'avait donné quelques amulettes de protection et m'avait appris une prière que sa mère utilisait. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. La nuit a commencé tranquillement, trop tranquillement. Même la climatisation ne faisait pas de bruit. C'était comme si tout le bâtiment retenait son souffle. À 11h30, j'ai commencé ma première ronde. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive au 11e étage. Au bout du couloir, là où devrait se trouver le mur avec le logo de l'entreprise occupant cet étage, il y avait une porte. Ce n'était pas une porte normale. Elle était vieille, en bois sombre, avec des symboles sculptés que je ne reconnaissais pas. Et il y avait une petite plaque qui disait simplement « 12 ». Mon cœur s'est accéléré. Cette porte n'avait jamais été là. Elle ne pouvait pas être là, mais elle était là, aussi réelle que n'importe quoi d'autre. Je me suis approché lentement. Je pouvais sentir quelque chose émaner de la porte. Une chaleur antinaturelle et une odeur de soufre et de quelque chose de pourri. J'ai mis ma main sur la poignée. Elle était chaude au toucher. Ne le fais pas. Je me suis retourné brusquement. Don Hector était derrière moi. Mais quelque chose n'allait pas. Sa voix sonnait étrange, déformée. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu qu'ils étaient complètement noirs. Don Hector, la chose qui semblait Don Hector, sourit. Il n'est pas ici maintenant. Mais toi, si. Et tu as été très curieux, Roberto. Très, très curieux. Je reculai, sortant l'amuletto que Ernesto m'avait donné. La chose siffla et recula. « Cela ne te sauvera pas longtemps, dit-elle. Tu es déjà marqué. Tu fais déjà partie de cela. Que es-tu ? Je suis la faim. Je suis le besoin. Je suis ce qui a été appelé et n'a jamais été rendu.
Pendant des années, j'ai été piégé derrière ce seau, me nourrissant des miettes que j'arrive à filtrer. Mais maintenant, le seau s'affaiblit. Et bientôt, je serai libre. Pourquoi s'affaiblit-il? Parce que la femme qui l'a créé est morte. Son pouvoir soutenait le seau. Maintenant, il ne reste que le rituel, et les rituels s'estompent avec le temps. Donne-lui 1 an, peut-être 2, et alors je sortirai. À moins que quoi? À moins que quelqu'un ne renouvelle le seau. Quelqu'un avec la volonté et le savoir, quelqu'un comme toi. Je réalisais ce qu'il suggérait. Tu veux que j'entre au 12e étage. Je veux te proposer un marché. Entre, fais le rituel de renouvellement que ma retenue exige. En échange, je te donnerai quelque chose que tu veux. De l'argent, du pouvoir, du savoir, quoi que ce soit. Et si je refuse? La chose qui ressemblait à Don Hector s'est approchée, et je pouvais voir maintenant que sa forme se dissolvait sur les bords, comme de la fumée se dissipant. Alors quand je sortirai enfin, et je sortirai, tu seras le premier à prendre. Je t'emmènerai avec moi dans le vide où j'ai été piégé, et tu passeras une éternité dans l'obscurité, conscient mais incapable de bouger, de parler, de faire quoi que ce soit, sauf exister dans une agonie silencieuse. J'ai commencé à réciter la prière qu'Ernesto m'avait enseignée. La chose a hurlé et s'est dissoute en une fumée noire qui a été absorbée de nouveau vers la porte du 12e étage. La porte elle-même a commencé à se dissoudre aussi, mais avant de disparaître complètement, je l'ai entendue une dernière fois. Je reviendrai, Roberto, et la prochaine fois, tu n'auras nulle part où te cacher. Je courus vers les escaliers et je ne m'arrêtai pas avant d'atteindre le hall. J'appelai Ernesto immédiatement. Il arriva 30 minutes plus tard avec une mallette pleine de bougies, d'herbes et de symboles peints sur du papier. Nous passâmes le reste de la nuit à renforcer les protections du bâtiment en plaçant de nouveaux sceaux à des endroits stratégiques. Cela achètera du temps, me dit-il, mais ce n'est pas permanent. Le sceau original doit être renouvelé correctement, et pour cela, nous aurions besoin d'accéder au 12e étage. Et cela est impossible. Je le sais, pas impossible, juste extrêmement dangereux. Quiconque entre là doit avoir une volonté de faire et une protection adéquate. Sinon, cette chose vous prendra et l'utilisera pour sortir. Je démissionnai la semaine suivante. Je dis à la société que c'était pour des raisons personnelles. Don Hector, le vrai, était revenu au travail sans mémoire d'avoir été possédé. Je lui racontai un peu ce qui s'était passé. Il hocha simplement la tête tristement. Je savais que cela arriverait éventuellement, dit-il. Le sceau de Magdalena ne durerait pas éternellement. Quelqu'un devra faire quelque chose bientôt, ou ce bâtiment redeviendra un cauchemar. Cela fait 6 mois que j'ai quitté ce travail. Je reste en contact avec Ernesto. Il travaille sur un plan cherchant d'autres stagiaires qui pourraient aider à renouveler le sceau. Mais c'est compliqué. Ce type de magie nécessite de la préparation, un bon timing et du courage. En attendant, le bâtiment Montemayor continue de fonctionner. Des milliers de personnes y travaillent chaque jour, sans idée de ce qui est contenu dans l'étage qui n'existe officiellement pas. Parfois, je pense à revenir, à rassembler le courage pour entrer au 12e étage et en finir une bonne fois pour toutes. Mais ensuite, je me souviens de ces yeux noirs, de cette voix me promettant une éternité d'angoisse. Et je sais que je ne suis pas prêt. Peut-être que je ne le serai jamais. Et avec cela, le récit de Roberto se termine. Il me dit que le bâtiment Montemayor est toujours debout, qu'il continue de fonctionner, et que d'après ce qu'il sait, personne n'a encore renouvelé le sceau. Si jamais vous avez travaillé dans un bâtiment avec un étage que personne ne mentionne, ou si vous avez ressenti qu'il y a des endroits dans votre travail qu'il vaut mieux éviter, laissez-le dans les commentaires. Ces histoires d'espace contenu me fascinent toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous pour plus de témoignages chaque semaine. Passez une bonne nuit, et si vous travaillez dans un grand bâtiment, il vaut peut-être mieux ne pas demander pourquoi des étages manquent.